Yann qui vient d'arriver. Voilà, oula, ça fait un gros plan. Coucou, Chaos. Là, c'est bon, tu me vois, tu m'entends? Oui, je te vois, je t'entends. Est-ce que vous entendez bien Yann dans le chat? Alors, j'attends de voir ce qu'on va me dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tests. Bon, comment vas-tu? Épuisé en ce moment, épuisé par la géopo, Ah ben. mais ça va, il y a tout qui crame de partout. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos. Est-ce que honnêtement c'était dans ton bingo de l'année tout ce qui s'est passé depuis un mois là? Honnêtement. Non, non, bon, j'avoue, ce qui a été le plus surprenant, ça a été quand même la tentative de coup d'État institutionnel en Corée du Sud. Ça, je pense que personne l'a vu venir, sauf quelques personnes qui vraiment sont focus sur la politique intérieure sud-coréenne, parce que selon certains, il y avait l'opposition qui disait: «Ah, on sent qu'il y a un truc qui se prépare». La Syrie, qu'elle s'écroule aussi vite, Non, moi je l'ai pas vu venir non non, plus. Aussi non, mais après rapidement. c'est pas surprenant en soi, Ouais, mais 11 jours quand même, hein. avec le contexte. 11 jours, oui, c'est ça, ça a été C'est extrêmement rapide, incroyable 11 mais jours. le truc, en fait, on aurait dû, je pense, en fait, vu qu'on a plein de zones à surveiller, c'était un peu en dehors des radars vu que, mais c'était prévisible avec le Hezbollah qui est brisé en 2, la Russie qui est occupée en Ukraine et l'Iran, depuis le 7 octobre, subit des frappes israéliennes, sur le territoire, syrien, là où ils ont des bases, là où il y a des gradés, des gardiens de la révolution et cetera. Donc en fait, les 3 soutiens, de Bachar, prenaient coup sur coup. Donc finalement, c'est pas si surprenant que ça, mais c'était pas dans mon bingo non plus, j'avoue. Mais moi, ce que je trouve assez impressionnant quand même, c'est que quasiment, si on fait exception de la Corée du Sud, dans Oui. tous les conflits et dans tout ce qui pète un peu dans tous les sens, il y a un facteur commun quasiment. La Ah Russie. oui, constamment. Ben La après Russie. c'est, En fait, la heu, Russie s'écroulant en Ukraine, ses positions et partout ailleurs s'écroulent, j'ai l'impression. ben, alors elle s'écroule pas complètement en Ukraine parce que là, ils Ailleurs, sont ailleurs, en dehors. dans le rapport de force. Mais en fait, vu heu, qu'ils ont tout envoyé, depuis 2022 militairement, qu'ils ont tout tourné économiquement vers l'invasion de l'Ukraine, et ben, automatiquement, leur zone d'influence, là où ils sont installés, soit politiquement, soit militairement, soit économiquement, s'affaiblit. Et bah, la nature a horreur du vide, hein. Dès qu'il y a un moment de faiblesse, ceux qui s'opposent à l'influence russe heu, s'enfoncent dans la brèche. Donc là, la Géorgie, on va voir ce que ça va donner. La Moldavie, ça a tangué. La Roumanie, là, en ce moment, ça va tanguer aussi très sévère. Ouais. Après, ce qui va être intéressant à suivre de manière purement pragmatique, c'est, comment dirais-je? C'est, le fait que la Syrie tombe, ça veut dire que les bases russes en Syrie tombent et c'est par là que la Russie envoyait ensuite ses effectifs militaires, En heu, Afrique. en Afrique. Donc par où ils vont passer? Est-ce que ça va affaiblir aussi le le positionnement russe sur le continent africain et est-ce que ça va créer, comment dirais-je, une sorte de Effet boule de doute neige. chez, voilà, ou à minima de doute chez les jeunes qui se disent: «Ah, quand ça pue, on voit qu'ils sont pas capables d'intervenir, en fait». Ouais, parce que ce qui est quand même intéressant aussi, et là je reviens davantage à la Syrie, parce que bon, t'as vu qu'on était sur la Syrie Ouais. là, alors on n'a pas eu le temps de regarder les réactions politiques du côté droit et extrême droite du pays, qui sont pas forcément mieux que certaines d'autres anciennes positions d'anciens élus, notamment de Jean-Luc Mélenchon dans le passé. Sauf qu'aujourd'hui, certaines l'assument encore d'avoir les positions qui sont ce que je trouve assez aberrant. Je citerai par exemple Thierry Mariani, qui est le pire allié de la France pour les pro-russes. Thierry Mariani, c'est quand même, il est là partout où il faut pas être, j'ai l'impression. C'est assez Thi impressionnant. Thierry Mariani, j'ai un doute, je crois que lui, il est surveillé par les renseignements français. J'avais vu un papier comme quoi il était sur la liste des gens sous surveillance, ce brave homme. Mais non, c'est assez impressionnant. Et là, en fait, là, je me suis rendu compte, et du coup, j'ai vu ça passer hier, je crois que tu avais fait un tweet là-dessus, c'est Israël qui profite de l'occasion pour aller prendre le contrôle total du plateau de Au Golan, au si je me trompe Alors pas. le plateau de Golan est déjà sous contrôle, israélien depuis un petit moment parce qu'en fait, en gros, normalement la Syrie devait faire des accords avec Israël pour, normaliser les relations. Ça n'a jamais été fait, donc les Israéliens ont dit: «Bon, bah, le plateau de Golan, c'est à nous, zone tampon», et là, en fait, ils sont en train d'envoyer des troupes au sol, en Syrie, alors pas très loin, je pense, et ils multiplient les frappes.
sur les bases militaires de Bachar al-Assad qui sont tombées. Mais l'objectif, il est simple, hein, c'est détruire les stocks d'armes, de munitions, etc. de l'armée syrienne pour éviter que les, euh, les nouveaux chefs syriens disposent d'un arsenal trop lourd et donc seraient une menace potentielle pour Israël. Donc en fait, en gros, pour résumer simplement, ils font ça de manière préventive. Donc on peut critiquer, etc. Mais c'est la stratégie. D'accord. Alors j'ai fait un petit shout-out à Yann dans le chat, n'hésitez pas à aller follow sa chaîne. Il a encore du mal à faire passer les gens de Twitter à Twitch, donc n'hésitez pas à aller le voir quand il fait ses lives. Oui, parce que, alors pour ceux qui connaissent pas Yann, Yann c'est quand même quasiment 120 000 followers sur Twitter, hein. C'est une star de X, hein, Yann, quand même, faut le dire. Hein. Merci. Niveau géopolitique, honnêtement, voilà. Et je comprends que tu sois épuisé en ce moment parce que, en fait, Yann fait des live tweets un peu de ce qui se passe dans le monde entier à toutes les heures. Donc, alors, et quand je dis star de X, c'est star du réseau social X, oui, pas autre chose. oui, Pardon, on va excuse-moi. éviter les amalgames. Oui, de Twitter, ouais. Donc De Twitter, ouais. Je n'ai pas encore d'OnlyFans ou ce genre de choses. Pas encore. Il y en a qui vont être contents d'entendre ça. Un moment, faut monétiser. Faut monétiser tout ça. Et donc, ouais, du coup, là, en ce moment-là, sinon, hormis la Syrie, qu'est-ce que c'est qui prend beaucoup de temps en termes de conflit, là? Alors, je peux pas être gérer. surtout. Je suis beaucoup sur la Géorgie. Ouais, j'ai vu ça. La Géorgie, c'est un point important parce qu'en fait, on est sur un petit pays du Caucase dont tout le monde s'en moque techniquement, mais en fait, en gros, c'est un combat d'influence entre le Kremlin et les pro-démocraties, avec des manifestations monstrueuses, et là, ça commence à se taper dans les rues. Donc, et en fait, c'est un point de bascule. Si la Géorgie bascule définitivement du côté du Kremlin, la Russie gagne la game. Si elle perd, automatiquement, le camp occidental se renforce parce que c'est des coups de couteau dans le flanc de la Russie. La Moldavie, j'ai un peu suivi aussi. Maintenant, je suis passé à autre chose. La Roumanie, j'ai pas le temps. Je surveille beaucoup, comme beaucoup, Taïwan, parce qu'automatiquement, c'est la menace chinoise. Et voilà. J'essaye de surveiller ce qui se passe en Afrique avec les juntes. C'est tellement compliqué, je trouve. Suivre ce qui se passe en Afrique, c'est le plus compliqué en termes de conflit. C'est tellement multiparti en termes de conflit et multibelligérant. Alors que ce qui se passe davantage en Europe, j'ai plus l'impression que c'est un camp contre un autre. Il y a que deux vraiment partis qui s'affrontent. Quand je dis partis, c'est belligérant ou groupe ou clan. Alors que quand tu vas du côté africain, regarde la Syrie en ce moment, c'est le meilleur exemple. T'as les rebelles, t'as les HTC, t'as les Kurdes, t'avais les pro-Assad, même si t'as des alliances de circonstances, c'est des groupes qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui vont peut-être finir par se foutre sur la gueule aussi. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, je trouve. Alors la Syrie, après, c'est Proche-Orient, donc c'est pas l'Afrique, mais l'Afrique encore, ça reste plus simple. Ça reste plus simple à comprendre que la Syrie, parce que la Syrie, il y a beaucoup trop de dynamique, et c'est pareil, la Birmanie. La Syrie, Moyen-Orient, évidemment. Ouais. Mais c'est des groupes socio-ethniques et politiques, et je crois que la Birmanie, c'est 195 groupes ethniques différents sur le territoire, donc c'est vite un enfer aussi de compréhension. L'Afrique et l'Europe, c'est plus simple à comprendre que la Syrie ou certaines zones du Moyen-Orient, parce qu'à chaque fois, tu as les acteurs internes et les acteurs externes qui soutiennent tel ou tel groupe et avec des alliances fluctuantes. Donc ça peut vite devenir le bousin, ce qui fait que la Syrie, je connais un petit peu, mais les dynamiques entre les différents groupes, quel groupe est allié avec machin, quelle sous-branche est alliée avec ceci ou cela, je m'accroche, mais là j'ai du mal. On va dire un peu plus de difficulté. Et la difficulté de la géopo, c'est des fois ma femme, elle le comprend, hélas, mais il y a un coup d'État qui se passe en Amérique latine. Ils ont la bonne idée de le faire à 23h30 horaire français. Là, désolé, hein, bonne nuit, je vais dormir toute seule. Mais c'est comme ça. Ouais, oui. Et alors, j'ai quelques-uns qui m'ont posé des questions en amont sur Discord. Le Shah d'Iran, alors je sais pas du tout, j'ai pas lu les questions avant, donc je t'avoue, voilà. Le Shah d'Iran avait la Savak, Bachar al-Assad avait la Moukharabat. Dans les deux cas, la révolution non théocratique a été abandonnée par l'Occident au conflit des islamistes. Penses-tu que la finalité sera la même avec la mise en place d'une théocratie supplémentaire dans la région ? Alors, c'est encore différent, je pense, en Syrie, parce que, ok, le Shah d'Iran, c'est une dictature, hein, parce qu'on aime bien afficher les photos avec les femmes bien habillées, l'accès à l'éducation pour les femmes, etc. Mais derrière, c'était la police politique, la répression, la torture.
Pour, hem, pour la Syrie, c'est encore différent parce que la Syrie, il y a les Kurdes, heu, il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des chrétiens, alaouites, il y a tout un tas de de groupes sociaux, culturels et religieux. Donc la question, c'est: est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre ou est-ce qu'ils vont s'entretuer? Et là, c'est le plus fort qui s'en sort. Mais après, nous, les occidentaux, c'est pas notre problème. Ouais. C'est on on a déjà assez à faire, c'est horrible ce que je dis, mais on on est déjà embourbé dans pas mal de zones de crise. Donc les Kurdes, qui sont nos alliés historiques et qui sont les alliés des Américains, là, ils sont en train de se prendre des coups, mais on va pas bouger le petit doigt. En fait, Les Kurdes, ils ont un peu pris du territoire en profitant de l'occasion quand même, il me semble. ils ont pris du territoire, mais là, les mouvements pro-turcs, je me rappelle jamais leur nom, HTC, je crois. voilà, je crois que le HTC fait partie des mouvements pro-turcs, là, sont en train de lancer 2 offensives sur certaines positions kurdes pour les dégager, de certaines villes. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est c'est la question, mais en fait, le risque de la Syrie, il y a 2 possibilités. Soit ils arrivent à tous s'entendre malgré leurs différences et Oula. let's go, on arrive à quelque chose d'un peu mieux. Ouais. Soit ça va se dévorer mutuellement. Mais dans tous les cas, déjà, ils sortent de l'enfer. Est-ce qu'ils vont sauter dans un nouvel enfer? Ça, c'est la question. Parce que quand on voit Eh, les vidéos sur la prison là qui a été ouverte oui. là, c'est une horreur sans nom. Et que il me semble qu'en plus cette prison, elle est loin d'être totalement tout ce qu'il y a dedans est loin d'être totalement dévoilé. J'ai cru comprendre qu'il y avait des étages secrets ou fermés, des trucs. C'est C'est il y a tout un tas de tunnels, Ça serait pire, ça serait du niveau si ce n'est pire que des pires choses qu'on a pu voir dans l'histoire et qui ont été très bien documentées d'ailleurs. J'ai vu oui, une bah là, presse hydraulique, j'ai vu pareil, oui, j'ai passé une presse hydraulique dans laquelle ils mettaient les corps après les oui, avoir pendus par exemple, ce genre de oui. d'horreur là. Et Ouais encore, honnêtement, j'espère que ce que j'ai lu était vrai, que c'était après qu'ils aient été pendus, hein, et bah, après pas. on peut se dire qu'ils ont des fois un peu Ouais, d'imagination. ben oui, je pense aussi, c'est ce qui est le plus inquiétant. Le truc, il y avait aussi, semble-t-il, un crématorium qui a été découvert dans la prison, heu et on va rentrer un peu dans le glauque. Je vais pas rentrer dans le détail pour pas que pour pas que la chaîne ferme, heu, mais il semble qu'en fait, il y avait tout un tas de sous-sols secrets, Ouais. qui sont en train d'ouvrir et il y a des gens, bah, depuis 12 ans, ils ont pas vu la lumière du jour. Donc problème de cataracte, et cetera, dans des cellules ultra exiguës et connaissant Bachar et la famille de Bachar, c'était pas une Ouais. zone de repos, quoi. Ouais, c'est ça ce qui me fait doucement sourire quand j'en vois certaines dénoncer 14 ans de régime al-Assad, c'est d'oublier les 40 qu'il y a eu avant avec son père. Ah oui, Voilà. non mais Parce que après par c'est que exemple, Bachar là, il y en a un quand même qui est sorti de prison, qui est en prison depuis 82, je crois, qui avait refusé de bombarder la population à Hama, et qui était encore en prison, qui avait été enfermé par le père, mais qui au final y était encore aujourd'hui. Donc, quand on dénonce Bachar al-Assad, il faut pas oublier le père Assad, qui a fait oui, quand même, qui il a avait de embauché aussi. l'imagination et qui a donné à mon avis de bonnes idées à son fils. Hein. C'était un boucher lui aussi. Enfin, l'un des trucs qui avait été fait, c'est que dans certaines zones où sous le papa, Bachar, il y avait des zones où il y avait eu des rébellions, donc les rebelles avaient été exécutés, tués et cetera et en fait, dans certaines zones des villes, ils avaient laissé des murs avec les impacts de balles dans des zones d'exécution pour rappeler à la population: «Tu te rappelles, le jour où tu t'es soulevé?» Voilà, en fait, c'était des manières de rappeler à la population, ce qu'il en coûtait. Tout le monde se tout le monde cite le fils Bachar al-Assad, c'est normal parce que ça parle à tout le monde. Le père, plein de gens l'ont oublié, mais il faut le rappeler aussi. Ouais, mais les responsables politiques sont pas censés l'avoir oublié. Là, je ne me J'en prononcerai pas j'en- sur la j'en demande, j'en politique demande un peu française beaucoup quand je vois ce qui se peut-être. dit. Non, quand je vois ce qui se dit au niveau des politiques français, à gauche comme Et, à droite, l'hypocrisie est totale. et d'ailleurs, tu m'en voudras pas, mais j'ai oublié, et du coup, je vais aller finir sur la présentation de ce qu'en pensent Oui, les politiques français en France. oui, On a parlé de la gauche, on a parlé de Jean-Luc Mélenchon à l'époque où il était ministre et il était à côté de Bachar al-Assad. En 2001, il y avait quand même eu le père avant. Les politiques français, même ministres, savaient que Bachar al-Assad, comme le père, savaient que la Syrie était une dictature. Hein. Donc j'ai même envie de dire Sarkozy aussi quand il a serré la main à Bachar al-Assad, hein, pour ne pas parler que de Mélenchon. oui. Euh, mais regardez, Thierry Mariani. Alors ça, c'était hier. Ah ben oui, la France se félicite de la victoire des islamistes en Syrie,
Bientôt, les mêmes regretteront une nouvelle vague de réfugiés et une montée de la menace terroriste islamiste en Europe. On veut une transition pacifique, entre guillemets. En Afghanistan aussi, on voulait un gouvernement inclusif. Ça, c'est la première et seule réaction de Thierry Mariani sur le sujet. Et alors, je parlerai pas non plus de Bardella, qui, dans l'émission Dimanche en politique, je vais mettre le petit extrait. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Ce que avançait Bardella dans Dimanche en politique, c'était quand même juste la crainte d'une vague migratoire. Alors attends, je vais chercher pour quand même avoir la vidéo. Euh, Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai la vidéo de Dimanche en politique de Bardella? Je sais pas, je crois que je m'étais trompé dans les liens, du coup j'ai le mauvais lien. Mais Bardella, du coup, la seule chose qu'il mettait en avant, c'était que la chute de Bachar al-Assad allait entraîner une migration de population, comme si c'était pas le cas déjà depuis longtemps. Voilà, bon, j'ai pas de retrouver le truc, mais dans l'idée, tu confirmes mes dires, tu l'as vu passer aussi? Oui, je l'ai vu Ok, passer. Après, ce qui ça est va. rigolo, enfin rigolo, c'est une manière de parler, hein. C'est, il y a des photos de lui où il est avec des proches de Bachar al-Assad à certaines époques. Donc t'es là, bon, t'es bien gentil, mais l'hypocrisie, ça va 2 secondes. Et ceux qui ont eu le plus de, il y a toujours la question migratoire automatiquement qui revient sur le tapis. Mais qui c'est qui a le plus de migrants syriens sur son territoire? C'est C'est le la Liban. Turquie. Je crois qu'ils en ont plusieurs Ah, c'est pas le millions, Liban? hein. Le Liban, oui aussi. Alors le Liban, je pense que C'est proportionnellement. proportionnellement parlant, en termes de population libanaise, ça fait un beau paquet de monde. Ouais. Mais les Turcs, ça a été la porte d'entrée vers l'Europe et ils ont beaucoup retenu Oui. en partie les migrants et ça a créé aussi des tensions à certains moments au sein du territoire turc. Donc c'est eux qui étaient aux portes entre guillemets de la crise migratoire, pour le dire simplement. Mais t'as eu carrément une partie de la population kurde syrienne qui allait s'installer dans la partie kurde turque aussi, il me semble. Euh, Et alors que Ça, cette c'est pas partie, ils étaient déjà impossible. combattus. Bon, on sait qu'en Turquie, voilà, Erdogan veut se faire les Kurdes, pour dire les choses comme ça. C'est ça, bah, les Kurdes sont affiliés souvent au PKK, qui sont affiliés à un groupe terroriste pour la Turquie, pas pour les Occidentaux. Oui. Ou en tout cas, quelques exceptions, je pense. Et c'était d'ailleurs ce que reprochait, il me semble, Erdogan aux Occidentaux à l'époque où on combattait Daesh en Syrie, c'était Mm. qu'on donnait des armes au PKK et au YPG parce que Mm. c'était les représentants de l'Occident pour combattre l'État islamique et Daesh en Syrie. C'est ça, on avait On, chacun nos alliés. Donc voilà, on c'était se rappellera assez. de Deir ez-Zor d'ailleurs, qui était la ville à faire tomber à l'époque Deir ez-Zor en Turquie, Mm. en Syrie. C'est ça, mais on avait chacun nos alliés. Donc ce qui fait que c'était entre guillemets assez comique. Les Russes soutenaient tel groupe, euh, Erdogan soutenait un autre groupe, et les Américains et les Européens soutenaient un autre groupe. Donc des fois, il y avait des membres de l'OTAN qui soutenaient des groupes différents techniquement, vu que la Oui, Turquie fait partie de l'OTAN. mais autant la question qui se pose aujourd'hui, c'est quand même ce qui va se passer en termes de prise de pouvoir quand même. Là, par exemple, j'ai Soleil qui me demande va-t-on vers une partition de la Syrie, une Syrie sous un modèle afghan? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Ça peut être une possibilité. Après, là, en fait, c'est trop tôt pour le dire parce qu'on va voir comment se comportent les nouveaux chefs, en fait, les nouveaux hommes forts de, de la Syrie. Mais là, j'ai pu voir, il y avait quelques vidéos qui montraient des réunions des différents groupes religieux, des différents représentants religieux, parce que c'est important là-bas, où il y avait le représentant alawite, le représentant sunnite, le représentant chiite, le représentant encore d'un autre sous-groupe religieux, et ils discutaient ensemble. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à, à faire dialogue? C'est pas impossible. Ça peut aussi péter. Après, un autre risque, c'est que ça implose. Et après, là, entre guillemets, pour l'instant, on n'a pas vu de purge. C'est-à-dire que quand les groupes armés sont entrés dans les villes, ils n'ont pas tout purgé ceux qui étaient des groupes différents ou des groupes socio-ethniques différents. Donc, on marche sur des œufs, mais là, Oui. lire dans une boule de cristal, dans une situation aussi confuse, c'est Oui. impossible. Là, on va observer, on va prendre le café et on va observer quotidiennement si ça dérape, T'es pas très et politique voilà. fiction. Je me rappelle quand on devait prévoir la victoire ou non de Trump dans certains États, tu voulais pas trop te prononcer chez Hugo. Mais t'as raison, En parce que fait, c'est des sujets tellement sensibles qu'on peut pas se en permettre, en plus, avec ton expérience à toi, de faire de la politique fiction quand ce que tu rapportes, c'est les faits, rien que les faits.
Après, on peut faire de la politique fiction, mais dans ce cas-là, on dit: «OK, c'est une fiction». Quand on se dit: «Il faut se positionner en disant, bah, lui, il va gagner parce que c'est quasi sûr», sur l'élection américaine, ça a été finalement assez ça a déjoué tous les pronostics, mais tout le monde disait: «Ça va être très serré Ouais. dans les États clés», donc c'était encore plus difficile. Après, on pouvait se dire: «Ben, si Donald Trump gagne, qu'est-ce qui va se passer? Si Kamala Harris gagne, qu'est-ce qui va se passer?» Et là, on peut envisager, mais dire: «Moi, je pense que tel truc, tel groupe va gagner ou va avoir telle action», Oui, c'est c'est chaud. compliqué, de l'affirmer avec force. On parle rapidement dans la fiction. Mais si on part dans la fiction sur la série, oui, tous les scénarios sont possibles et c'est pour ça que tout le monde est un peu, attentif. On regarde, on check. Ouais. Oh, je reste content de mon pronostic sur la Pennsylvanie à ce moment-là. Tu as gagné ton J'étais dans pronostic. le bon, j'étais dans le Tu bon. étais dans le bon. Pour le meilleur ou pour le pire, mais dans le bon quand même. Et alors, j'ai deux questions pour encore sur la Syrie. Bon, j'en aurai sûrement d'autres, mais là, elles sont posées. Oui. Pourquoi on en parle aussi peu en France, selon toi? Dans les médias, dans les grands C'est médias mainstream. Est-ce que c'est par rapport au bordel politique qu'on a déjà en ce moment, que du coup, on se pose déjà la question du bordel chez nous avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a un intérêt à ne pas en parler, selon toi? je pense pas qu'il y a pas d'intérêt à en parler parce que ça en parle un petit peu. On commence à en parler, mais en fait, c'est toujours la même chose, c'est, le mort au kilomètre. C'est-à-dire que plus il y a des morts, qui sont à des très grandes distances, plus ça nous touche pas. Déjà de base, c'est comme ça que ça fonctionne. Deuxièmement, je pense que en fait, c'est une zone du monde qui malheureusement depuis plus d'une dizaine d'années, c'est le chaos et en fait, si on dit: «Ah bah, c'est en train de bouger en Syrie», tout le monde va dire: «Ah bah, ça change pas en fait». Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est en gros, bah, ouais, c'est encore le chaos, ça change pas. Heu, j Après, peut-être que certains ont un intérêt à pas trop en parler parce qu'après, il faudrait soulever un peu ce qu'ils ont dit dans le passé sur le sur le sujet, certaines prises de position de médias, mais plutôt d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques. Mais je pense que c'est lointain, c'est pas la même culture, on s'en moque un peu, on a déjà pas en ce moment, on a une crise, politique assez importante qui tangue. Enfin, on a un pays qui tangue beaucoup. Donc c'est pas la priorité médiatique, mais la Géorgie, est-ce qu'on en parle? Non. La Birmanie, est-ce qu'on en parle? Non. Le Soudan, on en parle? Non. Et pourtant le Soudan, là je vais être horrible dans mes propos, Ouais. heu, Gaza, c'est un massacre ce qui se passe, mais le Soudan en termes de morts, en termes de victimes, c'est pire en fait. Mais est-ce qu'on en parle? Ben non, parce que ça nous intéresse pas. Donc Mais je même pense en, qu'on arrive à se focaliser, même en sur un soi ou par 2 conflits rapport max. à l'Ukraine, parce qu'en termes de proportion de morts, la Syrie, c'est plus de 500 000 morts, je crois. Si on prend tout le règne de Bachar, oui c'est ça, de Bachar fils. Ouais. Donc, C'est, et quand il y avait des Palestiniens qui se faisaient tuer en Syrie, tout le monde s'en moquait. ouais. C'est horrible à dire, mais voilà, parce que Bachar, il a fait exécuter les Palestiniens. Donc, Ok. Et on m'a posé la question de est-ce que selon toi, Israël et la Turquie sont les deux grands gagnants de la chute de l'axe Bagdad-Damas-Beyrouth? Parce que c'est vrai que c'est avoir dans une globalité plus, enfin, dans une globalité plus que juste voir la Syrie, juste voir le Liban, juste voir des pays et voir la situation de la région dans sa globalité. Qu'est-ce que tu en penses? ben, pour la Turquie, c'est vraiment une victoire majeure, parce que les Russes, ça dégage en termes d'influence. Les Iraniens, c'est pas les meilleurs amis, des Turcs, donc ça dégage en termes d'influence, hein, je le dis simplement avec des mots un peu bruts de pomme. Donc clairement, ils en sortent très renforcés et les groupes les plus puissants en Syrie sont des groupes qui ont des liens avec la Turquie. Donc la Turquie met en place son influence, dans la région et se positionne en acteur majeur. Donc clairement, c'est bingo pour Istanbul. Après, pour Israël, bah, c'est aussi bingo. Alors ils vont pas gagner du territoire ou ce genre de choses, mais c'est juste la Syrie égale alliée à l'Iran. C'est par la Syrie que l'Iran fournissait en armes le Hezbollah, en armes, munitions, et cetera. Donc le Hezbollah est isolé. Donc, par effet domino, heu, Israël sort renforcé parce que le Hezbollah, bah, maintenant ils sont un peu tout seuls. Enfin, ça va être un peu plus compliqué de les livrer et l'Iran perd un de ses soutiens majeurs dans la région, que pourtant ça fait une dizaine d'années qu'ils ont leurs combattants, qu'ils ont des généraux qui sont sur place, et cetera. Donc, heu, chacun y gagne à sa manière, en fait, Ok. de ce côté-là. C'est les deux grands gagnants régionaux et par contre pour l'Iran, c'est une claque. La Russie, c'est une grosse claque aussi, ça dégage, mais voilà. Je sais pas Et si du j'ai été coup, clair et clair. ouais, si, ça a été clair. Mais tu penses que par-delà le Golan, potentiellement, Israël pourrait
avoir des velléités d'élargir légèrement vers l'Est? Ou est-ce que c'est quelque chose d'imaginable en tout cas? C'est quelque chose d'imaginable. Ils pourront très bien utiliser le prétexte, il faut accroître la zone tampon, en fait. Il faut accroître Ah oui, c'est aussi bête que ça. Ils vont dire: «Ah mais là, tout ça, là, c'est un peu le chaos, hein, donc on va augmenter la zone tampon». Donc c'est pas impossible. Après, ils peuvent très bien juste faire une incursion, taper à droite, à gauche, pas les rebelles. Ils s'en moquent parce qu'ils vont pas se les mettre à dos, mais taper les stocks d'armes, de munitions de l'ancienne armée, de Bachar pour éviter que les différents groupes rebelles disposent d'armes lourdes et donc puissent être une menace plus importante pour eux. Donc les différents scénarios sont possibles, mais je pense qu'ils vont au mieux ou au pire, selon le point de vue, élargir la zone tampon et dans tous les cas, ils font une incursion et il y a des chances aussi qu'ils rentrent ensuite dans le plateau du Golan, mais le plateau du Golan, ça reste la zone fortifiée d'Israël, parce le que secteur. dans tous les cas, j'allais dire, ils peuvent pas aller fondamentalement beaucoup plus à l'Est parce qu'il y a Damas, en fait. Oui, Damas, voilà, c'est non, juste à côté. ils vont pas prendre le risque. À moins d'aller un peu plus vers le sud et d'élargir leur frontière avec le nord de la Jordanie, Mmh. je vois pas trop ce qu'ils peuvent y faire. Parce que, à la rigueur, ce qu'ils avaient fait maintenant sur le plateau du Golan, c'était pour aussi avoir le contrôle de la mer de Galilée, il me semble. De toute cette Alors zone là, aquatique. c'est pas impossible, j'avoue, j'ai un léger doute sur la chose, mais c'est pas impossible. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est les déclarations actuelles d'Israël en disant Ouais. qu'ils soutiennent énormément les Kurdes. Là, ils vont dire: «Ah ben là, les Kurdes, meilleurs amis du monde». Pourquoi? Parce que, bah, c'est le contrepoids contre l'influence turque, qui risque de grignoter la région en termes de poids. Donc, est-ce qu'il va y avoir un axe Israël-Kurde? C'est pas impossible. Ouais, et ce qui est Et là, très on est dans la intéressant fiction. quand même, parce que j'ai vu, bah, on a vu donc le Abou El Moami, celui qui a donc pris le pouvoir, qui est un ancien Ouais. de Daesh et qui est le responsable ou le chef de la rébellion, qui a d'ailleurs remercié Netanyahou pour les bombardements sur les positions de Bachar al-Assad et de l'armée de Bachar al-Assad. C'est-à-dire que potentiellement là, on a Netanyahou qui peut aller soutenir un petit peu les Kurdes tout en se faisant remercier par les rebelles qui viennent de battre Bachar al-Assad d'avoir bombardé Bachar al-Assad. Alors, au final, Israël se fait un peu copain des différents belligérants à venir de ce qui se passe en Syrie. C'est très intéressant à voir ça quand même. Bah, c'est ça, en fait, en gros, c'est: «Ben, coucou, je t'apporte de l'aide parce que objectivement, ça m'est utile. Tu peux m'être redevable et dans tous les cas, bah, je te montre ma puissance de frappe, hein. Si tu commences à t'exciter contre moi, je peux faire la même». C'est juste le nom de l'acteur que je vais bombarder qui va changer, mais c'est aussi une démonstration de force. À la fois, je te soutiens objectivement parlant par mes frappes, mais si tu bouges et que tu commences à m'énerver, je peux faire la même. Donc le message, il est double et donc comme ça, au moins et je pense que les rebelles, ils auront pas c'est pas dans leur intérêt de s'exciter et de taper autour d'eux. Déjà, il faut qu'ils arrivent à stabiliser la situation et ça va être aussi un gros défi. Donc pour l'instant, objectivement, Netanyahou est un allié pragmatique. D'accord. Alors juste le chat, je vous remets le lien du Discord, allez dessus pour poser les questions parce que c'est tellement le bordel dans le chat que je vais surtout lire les questions sur le Discord. Tellement ça va vite et vous prenez la tête sur la géopo, je vais surtout lire les questions sur le Discord, donc n'hésitez pas à aller dessus. Il y a tout un canal exprès pour les questions à Yann et c'est sur ces questions que je vais surtout me baser parce que là dans le chat vous êtes insupportable ce matin, vous êtes dissipé. Voilà, je dis les choses telles quelles et merci au modo parce que ce matin il en faut. Euh, Ah, je vois, il y a pas mal de messages supprimés là, je relis la liste. Ouais, ouais, ça se prend la tête sur la géopo, écoute. Et c'est que c'est émotionnel en fait, chacun a des Ouais, bah positions oui. très tranchées, donc ça peut vite déraper. Et est-ce que tu sais la position du HTS? HTS, je crois que c'est les pro-turcs. J'ai un, je crois qu'ils sont HTC, c'est les pro-turcs, mais rebelles et HTS, je crois, c'est les Turcs. moi je m'y perds, hein. Franchement, je m'y perds un C'est peu très dur, ouais. sur la Syrie. Je sais plus lesquels sont soutenus par la Turquie, et ou en termes de nom, je sais plus lesquels. Mais je crois que le groupe qui est sorti, grand victorieux sont soutenus par les Turcs. Mais j'ai un doute sur la chose et je veux pas dire de D'accord. de bêtises, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Parce que là, il y a déjà des conflits entre Turcs et pro-Turcs. Entre Turcs et Kurdes, là. Actuellement. Oui, oui, Il y a déjà des coups de pied qui ont des été donnés, quoi. accrochages. Voilà, il y a des accrochages, il y a des offensives qui sont lancées sur certaines villes, semble-t-il. Mais après, c'est pour ça que Israël, eux, ils peuvent très bien contrebalancer en disant: «Ben, pragmatiquement, on n'a rien contre vous les pro-turcs, mais poussez pas le bouchon trop loin
parce que nous, on veut pas une super influence turque, donc on peut soutenir les Kurdes comme ils l'ont fait avec, comme ils le font avec, heu, des fois avec d'autres groupes dans la région ou d'autres États. Par exemple, Israël soutient l'Azerbaïdjan par intérêt, non pas par idéologie, mais par intérêt. Donc ils peuvent très bien le faire avec les Kurdes pour, contrer l'influence, la montée en puissance de la Turquie. Alors du coup dans le chat j'ai Kabou qui me dit HTS égale djihadistes islamistes étrangers et radicaux, SNA égale pro-turc syrien. Bon, voilà. Du coup, alors là c'est une question plus globale sur la géopolitique dans son ensemble que me pose Barbe Douce. Selon toi, quels sont les éléments auxquels il faut faire attention en tant qu'occidental quand on s'intéresse à la géopolitique? Comment éviter au maximum le biais de notre propre vision des choses quand on s'intéresse à des conflits qui ont lieu dans des régions culturelles et culturelles complètement différentes de la nôtre? Très intéressante comme question, Barbe Douce. Ben, déjà s'intéresser à l'histoire. Quand on zoome sur un pays qu'on connaît pas, parce que je dis n'importe quoi, quand ça va péter dans certains pays, je connais pas forcément le pays. Ben, d'abord, on s'intéresse à l'histoire du pays. On essaye de voir un petit peu son passé pour comprendre les dynamiques actuelles. Déjà, de base, c'est super important, pour comprendre les choses et bah, on aura toujours notre biais à nous, ça on peut pas l'enlever, mais si on peut lire des médias locaux, déjà c'est intéressant parce que ça donne le point de vue des journalistes ou en tout cas de l'opinion dans le pays et ensuite il faut être pragmatique. Après ça dépend de la lecture qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire une lecture partisane? Ce que certains font et c'est total c'est assumé et c'est très bien, hein, c'est à partir du moment où c'est assumé. Ou est-ce qu'on veut décrire la situation? Mais dans ce cas-là, faut multiplier les sources, multiplier les points de vue, mais en même temps faire attention à pas, sombrer dans un narratif d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple, heu, on va prendre Thierry Mariani, voilà, hop, on y va. Thierry Mariani, il dit, «Je défends le point de vue russe parce qu'il s'entend, c'est l'OTAN qui agresse et cetera». Ouais, OK, mais en fait, il recrache le narratif du Kremlin quand on s'intéresse à l'histoire de la région. Donc en fait, il faut diversifier ses sources, s'intéresser à l'histoire, et essayer de comprendre les dynamiques locales. Et souvent, il y a pas de gentil, il y a pas de méchant. Je suis horrible dans ce que je dis. C'est souvent très gris, en fait et des groupes qu'on va considérer, nous, comme des groupes positifs par rapport aux intérêts, européens ou par rapport aux intérêts français, bon, c'est pas impossible qu'ils aient commis eux aussi des purges ou des massacres. Mais dans notre intérêt, c'est nos alliés. Mais socialement, Bah, c'est très gris. En est-ce que fait. c'était pas un peu le cas de la Libye pendant longtemps avec Kadhafi, dont on était, les gouvernements européens Mmh. étaient très heureux qu'ils retiennent tous les flux de migration alors que c'était un dictateur? Mais c'est ça en fait et le truc c'est la question, c'est est-ce que on doit discuter et est-ce qu'on peut être amis avec des dictatures parce qu'on les considère comme un moindre mal quand bien même ce qu'ils font, est horrible et là, c'est une question déontologique. Est-ce Oui. qu'on se dit: «Je suis full pragmatique, ce type c'est un monstre, mais il est l'ennemi de mon ennemi et il contre l'influence de tel ou tel pays qui m'embête, donc let's go, je le soutiens» ou est-ce qu'on est dans une politique où on met en avant les droits de l'homme et cetera? Et Et c'est vrai que voilà. du coup, ça me rappelle certains poétiques français, dont je tairai le nom, sinon ça va repartir à bazar dans le chat, qui félicitaient d'une certaine façon Bachar al-Assad en Syrie quand on était contre l'État islamique. Alors qu'on Oui. savait ce qu'il faisait pour autant, déjà depuis des années, mais Mmh. qui, dans le cadre du moindre mal, on avait les terroristes, on avait Bachar al-Assad. Bon, ben, fallait taper les terroristes surtout, quoi. Bah, en fait, certains vont avoir, bah, là, je vois très bien le personnage qui est sous-entendu, enfin, au moins, l'un qui est sous-entendu. C'est le truc, c'est qu'il y a soit une position qui est purement pragmatique en disant: «C'est pas notre problème, heu et de toute manière, c'est un moindre mal» et aussi après des affinités idéologiques avec des régimes autoritaires. Des fois, il y a les 2 Mm. qui se cumulent ou des fois, c'est juste, par pragmatisme, mais oui, on va dire que d'un point de vue humaniste, c'est un peu gênant. Ouais. Bon, après, j'en sous-entends un, mais il y en a un autre. Hollande était bien président à l'époque et était pour aussi soutenir un peu le régime pour contrer les terroristes d'une autre façon, mais à moindre échelle. À beaucoup moindre échelle, parce que Oui, quand il y a eu l'utilisation, je crois que c'est le gaz sarin par Bachar al-Assad, François Hollande était le premier à aller sur la ligne de crête oui. en disant: «Let's go, on est prêt à intervenir» et c'est Obama qui a rétropédalé en disant: «Non, on n'intervient pas» et la France toute seule, on s'est dit: «Bon ben, on Ouais. abandonne le terrain». Ça me Donc rappelle. Alors, est-ce que je serais très curieux de savoir comment tu aurais suivi ça à l'époque.
l'Irak. L'Irak, la non-intervention de la France, quand les États-Unis y sont allés tu te rappelles, quand la France a dit non avec Chirac. Oui. Euh, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, quand on voit tout ce qui a eu lieu, selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu une décision complètement différente des Américains? Avec tout ce que tu as étudié en géopolitique depuis, quels sont les facteurs pour toi qui ont eu cette influence dans le non français à l'époque? Très curieux. Alors, oula, grosse question. Ouais, je t'aide pas, Là, désolé. non, non, mais je vais te faire la réponse de Dédé du bar PMU. Euh, mais je vais simplifier. Je pense que à l'époque, la France, notamment sous Chirac, Chirac avait une très bonne connaissance, ça on peut pas lui enlever, du Moyen-Orient, des dynamiques du Moyen-Orient, et avait compris que c'était un gros risque de faire péter l'ensemble de la région, et qu'on allait se mettre à dos. euh, Si ce n'est les nations, les pouvoirs, les opinions publiques de ces pays. Et je pense que ça a été un bon move qu'on n'intervienne pas à ce moment-là, parce que de toute manière, quand on a vu les preuves fallacieuses, c'était pas bon. Après, la position américaine se comprenait aussi. Ils s'étaient pris le 11 septembre, il fallait un bouc émissaire, Oui, fallait taper dans le lard. Si ça nous était arrivé à nous, je pense que ça aurait réclamé du sang. C'est horrible, hein, ce que je dis, mais quand tu as un truc horrible ça réclame vengeance. Je pense que ça a été un bon move de notre part, mais de toute manière, on n'a pas la capacité d'intervenir comme les Américains en termes de puissance de frappe, en termes de déploiement d'hommes. Donc on est toujours, entre guillemets, sur une intervention de cette ampleur-là, la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire qu'on arrive à la marge, on soutient, mais, mais voilà, je pense, ouais, c'est bonne chose qu'on n'y soit pas allé, mais après, de toute manière, on s'est engagé avec, c'était sous Sarko, après ouais. qu'on y allait. Donc, Et du coup, tu vois, en me parlant de petite armée, de 5e roue du carrosse, tu me donnes un peu une occasion de rebondir sur un autre conflit, du coup, qu'on n'avait pas encore abordé aujourd'hui, l'Ukraine. ouais. L'Ukraine, alors pourquoi je te parle de l'Ukraine? Parce que c'est vrai que ça avait été évoqué il y a quelque temps, de si c'était la France qui devait se battre à la place de l'Ukraine, on arriverait à tenir à peine 80 ou 100 km du conflit et du front ukrainien, parce qu'on a une petite armée spécialisée. Nous, on a une petite armée de métiers spécialisée, surtout dans les opérations extérieures précises, Mmh. plus que dans les conflits à grande échelle. L'Ukraine aujourd'hui, euh, voilà, c'était juste pour faire le lien que je disais ça. L'Ukraine Ouais. aujourd'hui, on en est où? L'Ukraine, je vais simplifier au maximum la chose. On va voir ce qui va se passer, parce qu'il y a quand même quelques déclarations de Donald Trump qui sont assez intéressantes ces derniers temps. Mais en gros, Donald Trump élu, il arrive le 20 janvier à la Maison-Blanche. Et Donald Trump a dit: «Je mets fin au conflit», en 24 heures. Il est toujours un peu comment dirais-je, L'exagération. dans l'exagération. Mais ce qui fait en fait que les Russes envoient tout ce qu'ils peuvent sur le front pour être dans un rapport de force favorable dans la négociation, et les Ukrainiens essayent d'encaisser les coups comme ils peuvent sur le front pour avoir aussi des choses à négocier. Donc là, en fait, on est dans une phase de montée en puissance où chacun se balance tout ce qu'il peut, euh, parce qu'ils savent qu'il y a un risque que ce soit la dernière ligne droite. Après, sur le soutien occidental, on a les grandes déclarations, on livre de l'armement, des munitions, etc. Mais si l'Amérique décide de se retirer complètement du conflit, c'est un tiers de l'aide qui est coupé aux, aux Ukrainiens. Donc ça va être très compliqué. Et là, on est vraiment sur ce qui risque d'être la dernière ligne droite du conflit. Nous, et ça, c'est quelque chose qui me désole, c'est que les Européens, la guerre a éclaté en 2022. Nous n'avons pas encore, au niveau européen, la capacité de produire armes, munitions, obus et véhicules en quantité industrielle pour des besoins d'une guerre de haute intensité, alors que ça se passe sur notre continent. Donc en fait, ce qui fait que on n'est pas capable de fournir assez d'obus, juste les Européens, mensuellement aux Ukrainiens par rapport à leurs besoins. Donc ça veut dire que on est à la ramasse par rapport à la menace qui se fait peser. Et quand bien même on dit bah, c'est pas notre problème, ça veut dire que l'Europe n'est pas encore en capacité de produire massivement des armes pour se préparer à des guerres de haute intensité. Et après, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a deux points de vue. Il y a les Européens de l'Ouest et les Européens de l'Est, type Hmm.
polonais, Hongrois. suédois, etc. Alors les Hongrois, c'est encore différent avec Ah, j'ai cru que tu parlais de ceux qui étaient plus proches de la Russie et de ceux qui étaient complètement Heu, opposés, pardon. non, c'est la perception, en fait, c'est la perception qu'on a de la Russie. L'Ouest, les Allemands, les Français, les Américains, on veut pas forcément que la Russie s'écroule complètement parce qu'on a peur d'une implosion de la Russie. Les pays de l'Est, les pays baltes, Pologne, et cetera, sauf Hongrie, et je crois que c'est la Slovaquie avec, Fico, heu, vu qu'ils ont connu l'occupation russe, vu qu'ils ont connu les pogroms, les purges, les déportations, eux, ils disent: «C'est le moment d'achever la bête». Donc en fait, il y a 2 points de vue qui se heurtent au sein même des alliés de l'Ukraine et donc ça crée des crispations aussi. On n'est pas un bloc unifié et c'est ça aussi la difficulté de l'entente et quand bien même on a mis des sanctions internationales sur la Russie, et ben, on continue d'acheter du pétrole russe en l'achetant aux Oui. Indiens. C'est les Indiens qui achètent et cetera. On continue Les à Allemands pour le livrer gaz. voilà, Pareil. les Allemands pour le gaz. On continue à livrer, massivement du matériel à la Russie, en passant par la Géorgie, l'Arménie, le Kazakhstan et cetera. Je crois que c'est l'Arménie, genre leurs importations européennes, elles ont quasi triplé, depuis Ouais. le début. Donc on sait que ça on n'est pas idiots, on le sait, mais on ferme les yeux parce que ça nous arrange quand même. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a une forme d'hypocrisie aussi en disant: «Ben, on n'est pas en soutien total, on est, heu, on a nos intérêts et des fois on regarde, je pense, à court terme et pas à long terme sur les conséquences d'une défaite de l'Ukraine, par rapport à l'Europe. Je sais pas Ok. si j'ai réussi à répondre à ta Si, question si, parce que je si, suis parti un c'était peu dans tous clair. les sens. Si, si, si. Alors, juste, je remercie les derniers follow, mon Chicor, je suis sur le net Belgix, et un de tes collègues, X, GeoTales. GeoTiles, oui. GeoTales qui vient de follow. Merci à toi pour le follow également. À l'occasion, peut-être que tu pourras venir si ça t'intéresse, faire avec Yann en même temps, voilà. Effusion d'idées, brainstorming de géopolitique. Euh, non, parce que GeoTales qui fait aussi un très beau travail sur X et les réseaux sociaux en termes de vulgarisation et de diffusion d'informations et de thread surtout. Surtout de thread. C'est ça. Euh, Aussi sur la science, beaucoup aussi sur ouais. la science, les volcans, les séismes, et un peu de politique internationale aussi. Et alors juste, je reviens sur un autre, sur le sujet d'avant et ensuite je reviens sur l'Ukraine, c'est parce Ouais, que il y en a un qui insiste beaucoup sur la question. il y a pas de souci. Qu'est-ce que tu penses de l'image, c'est ses propos, ce ne sont pas les miens, de Oui. gentil bonhomme de François Hollande qui a été pourtant le président qui a le plus utilisé les opérations homo qui sont les assassinats ciblés et de frappes chirurgicales. Ben, en fait, c'est terrible En- entre guillemets en- qu'il ait cette image de d'homme mou, en fait. Alors on peut le critiquer sur plein d'aspects, hein. On est d'accord ou pas d'accord avec le personnage, mais techniquement, c'est un président qui a été très actif sur les interventions militaires françaises, à l'international. Après on peut dire: «Oui, les assassinats, c'est pas bien». On est d'accord, hein, sur le plan géopolitique, c'est jamais cool. Mais des fois, est-ce qu'on se dit: «C'est un moindre mal»? Est-ce qu'il vaut mieux faire une entre guillemets «une frappe chirurgicale» et éliminer un chef d'un groupe terroriste ou faire un tapis de bombe. C'est quoi le mieux Oui. des fois? Hein, c'est, Oui, parce que là c'est je pas suis des pas dans les civils qui étaient sentiments. visés de base, enfin, avec ces opérations, c'est les responsables, c'est C'est des les responsables dirigeants directs qui donnent des ordres de ces opérations ou des cellules peut-être de dizaines d'hommes, mais où c'est des terroristes. Voilà, on va pas voilà, cibler, c'est ça, sauf voilà, accident, il y en a eu, mais sauf accident, on vise uniquement les personnes qui sont dans qui la sont chaîne de considérés comme direction en ennemis de la fait. France. Ouais, C'est ça. voilà. Après on peut être d'accord ou pas d'accord et on a le côté émotionnel ou non. Là je le dis de manière pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut il y a l'option tapis de bombe, intervention militaire ou, opération chirurgicale. Chacune d'un point de vue pragmatique, a ses défauts et ses qualités. Et après, il y a l'humain qui rentre en jeu en disant: «Bah, c'est pas bien d'intervenir» ou certains vont dire: «Oui, c'est des ennemis de la France, il faut les tuer parce qu'ils nous menacent». Mais après là, c'est un positionnement, humain, idéologique. Là, Mhm. je suis vraiment sur le pragmatique. Donc c'est ce qui fait que je trouve que c'est une image qui est un peu entre guillemets «triste», enfin, qui est pas triste, mais qui 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 n'est pas proche de la réalité par rapport à Hollande, au niveau de sa participation sur le côté, opération militaire française ou en tout cas opération Oui. extérieure. Bah, surtout qu'en termes d'opérations militaires extérieures, il y avait aussi Barkhane, etc., qui était sous Hollande. Donc, il n'y avait pas que Barkhane, il y en avait une autre aussi. C'était l'ancêtre de alors attends, c'est Barkhane, c'est le premier nom ou c'est le second nom de l'opération française?
Je crois que c'est le Euh, deuxième. Mais il y en avait une deuxième en parallèle aussi. Ça, parce que quand les terroristes ont déferlé au Mali, à peine le papier signé de demande du Mali pour intervenir en France, pendant que le papier était en train d'être signé, il y avait déjà les avions Serval. français Opération Serval, voilà, merci. Il y avait déjà les avions français qui partaient du Tchad pour, euh, pour bombarder les colonnes terroristes. Ils attendaient juste que le papier soit signé, mais ils étaient déjà partis en vol pour intervenir parce qu'on savait que le pays était en train de nous demander notre aide. Donc il était très proactif. Il n'attendait pas que la situation dégénère dans tous les sens. Après, on est d'accord ou non sur l'intervention, mais il était là direct. Let's go, je me charge du dossier. Tellement proactif qu'à l'époque, ça avait pu lui être reproché par certaines autres politiques de faire presque de l'ingérence en allant, avant même d'avoir l'accord ou le laisser faire. Bon, c'était les plus extrêmes qui forcément allaient dans ce sens-là. Euh, bon, sûrement Mariani si on cherche, Oui. mais Quand on voit des voilà. vidéos de ce qu'ils faisaient, les types qui déferlaient, couper Oui. des têtes, jeter les types des fenêtres, il y a les Et, vidéos. et au Hein. final, on voit que ceux qui ont remplacé les armées françaises aujourd'hui font des choses. Africa Wagner Corps. aujourd'hui, voilà quoi. Oui, ouais, Wagner qui maintenant se nomme Africa Corps, hein, donc ça, je trouve ça toujours très, très cynique comme nouvelle nomination quand on connaît où ce nom a été utilisé. Mais oui, enfin, les vidéos, elles le documentent. Hein, c'est des exécutions, des charniers, des tortures, agressions sexuelles sur les minorités ethniques, sur les villages. Et c'est complètement au-delà du côté émotionnel où c'est l'horreur. Euh, c'est complètement débile de faire ça. Enfin, quand on regarde l'exemple du Vietnam, plus les Américains lançaient du napalm sur les villages, plus les Viet Cong avaient de recrues. Donc plus en fait on s'en prend à la population civile, plus il y a de chances que les civils Oui. survivants ils rejoignent un groupe armé, non pas par idéologie, mais pour se venger, parce que leur village il a brûlé, parce que leur femme a été tuée, etc. De manière purement pragmatique, ça, c'est contre-productif sur le plan sécuritaire. Ouais. Bah, comme dit Géotel, Barkhane n'était pas un échec, c'était une épée de Damoclès au-dessus de la tête des terroristes, totalement. Et, C'est euh, ça. et là, on parle des horreurs qui sont commises par Wagner. Hormis peut-être quelques cas exceptionnels de dérives, peut-être d'individus, est-ce qu'il n'y a pas eu de cas documentés de l'armée française qui aurait fait des horreurs Alors, documentées, je parle. documenté, non, il y a eu des fois des affaires judiciaires sur Voilà. certains comportements de militaires, mais ça a été traité par la justice, tandis que là, C'était des cas isolés, c'était pas c'était une des cas doctrine isolés. Oui, d'armée, oui. quoi. C'est ça, c'est pas une doctrine militaire où on arrive dans un village, on fout tout le monde à poil, parce que c'est ce qu'ils font, hein, des fois Oui, oui, aussi, bah, j'ai vu. ils mettent les femmes ils les dénudent et avec des menaces d'agression sexuelle, ou des fois ils se filment en plus, Ouais. c'est le comble de l'horreur. Non, mais ça c'est une doctrine, on va dire, à la russe. C'est horrible ce que Ouais. je dis parce que c'est pas juste Afrika Korps, c'est pas juste Wagner. C'est les Russes, ils ont toujours fait ça. Hein. Vous faites la Tchétchénie, les Tchétchènes, ils s'en souviennent. Vous faites la Géorgie en 2008, les Géorgiens, ils s'en souviennent. Vous faites à l'époque des Tsars, à l'époque de Le l'URSS, ils Donbass. ont évolué. Le Donbass, c'était la purge hein, quand ils arrivaient. Le Donc, Donbass, ils ont déporté un peu, ils ont déporté une partie de la population ukrainienne en Russie pour les, comment dire, les réassimiler à la culture russe, quoi. oui, oui, mais ça, et ça en fait, ça c'est quelque chose qui est souvent. Je fais un petit dérapage sur le sujet parce que c'est Vas-y. un sujet que je trouve intéressant. Quand on s'intéresse à la Russie, au niveau de son histoire, à l'époque des Tsars, à l'époque de l'URSS et à l'époque de Poutine, la Russie applique toujours le même modèle quand elle intervient quelque part. Et elle a une politique qui est, disons-le, clairement coloniale. Alors oui, ils n'ont pas eu de colonies en Afrique, ils ont tenté, ils ont lamentablement échoué, ils se sont vautrés, mais à chaque fois qu'ils arrivent dans un territoire, c'est déportation par dizaines ou centaines de milliers en Sibérie. Ça a été fait en Arménie, ça a été fait en Géorgie. Les Arméniens, c'était je sais plus, c'était sous Staline. Les Géorgiens, c'était en 1800 et quelques. Ils déportent massivement les gens. Ensuite, ils remplacent l'administration. Ils imposent leur langue, souvent. Et ensuite, après, bien entendu, les civils servent, entre guillemets, de variable d'ajustement pour générer de la terreur. La Tchétchénie, c'était un carnage hein, au niveau des civils. C'est des stratégies qui sont constantes dans l'histoire de la Russie. Ils n'ont jamais modifié cette doctrine d'intervention. Et d'ailleurs, c'est vrai que là, tu parlais qu'ils n'avaient pas réussi à avoir de colonie. Enfin, c'est un État colonialiste, mais qui n'a jamais eu de colonie à proprement parler, notamment en Afrique.
en Et Afrique. peut-être, il y a quand même eu, je pense aussi, peut-être une doctrine des pays européens qui, même s'ils se faisaient la guerre, voulaient garder l'Afrique pour eux, comme leur petit précaré à proximité, qui, Bien sûr. malgré quand même des conflits comme les grandes guerres napoléoniennes contre la Russie, où à la fin, tout le monde s'est mis contre Napoléon ou autre, c'était la propriété des États occidentaux, enfin du bloc occidental, même s'ils se faisaient la guerre entre eux. Parce que Oui, la bon, Russie bah, était tellement puissante vers le côté est et asiatique, à certains moments, qu'ils voulaient pas peut-être enfin, il y avait peut-être un consensus aussi, je pense, des pays. peut-être. Après, ça a été, entre guillemets, c'est horrible, hein, l'Afrique est le précaré des Européens de l'Ouest, mais la Russie, en fait, dans ses documents, quand on regarde les bouquins historiques, ils utilisent le terme de politique coloniale Oui. dans l'Est. Donc, parce que vous allez au-delà de Moscou, il n'y a plus Ah, vraiment de Slaves, hein. C'est des minorités ethniques, etc. Des fois, ils arrivaient, le Kazakhstan, à un moment, ça a été une politique coloniale. hmm. L'Ouzbékistan, c'était une politique coloniale qu'ils ont eue. Parce qu'en plus, ils avaient quand même un des empires les plus puissants de l'époque qui était au sud, qui leur empêchait d'avoir accès même à l'Afrique avec l'Empire ottoman. Ah bah C'était oui. un empire surpuissant quand même qui, je pense, a fait qu'ils n'ont pas pu trop aller de ce côté-là aussi. Parce qu'ils Ah bah, ils avaient. étaient bloqués. Voilà, ils étaient complètement bloqués, si ce n'est aller du côté est. Et c'est vrai que c'est C'est hyper sûr. intéressant. Euh, Il y avait un truc, j'avais lu, mais ça c'est le genre de trucs qui refont pareil historiquement. Je me rappelle plus quel pays c'est un pays en ce temps, Kazakhstan, Ouzbékistan, ou machin. À chaque fois je les confonds. Et là au niveau de ma mémoire, elle est un peu défaillante sur ce dossier. Mais en gros, les Russes s'implantaient dans le territoire, ils mettaient des fermes. Les autorités locales disaient: «Mais attendez, mais vous êtes pas chez vous, donc on va vous dégager en fait. Enfin, vous êtes c'est chez nous, c'est pas chez vous». Et les Russes, déjà à l'époque, c'était sous les tsars, hurlaient: «C'est de la russophobie, nous hmm. devons intervenir pour protéger les minorités russes». Et ils étaient intervenus, ils ont fracassé tout le monde, ils ont organisé des famines, structurées dans le pays, et ensuite ils les ont traqués et ils les ont exécutés. Donc même l'excuse de: «Attendez, il y a des minorités russes», c'est historique, mais parce qu'ils Ouais. s'implantaient de manière coloniale dans le territoire, et après c'était le: «Coucou, on a l'argument diplomatique pour, intervenir militairement». Ah, on rappellera quand même que la Russie est aujourd'hui un des seuls pays qui a une, à l'exception de la France avec la Guyane, un des seuls pays qui a une colonie au milieu d'autres pays. Kaliningrad. Kaliningrad Voilà. qui historiquement est allemande. Voilà. Si on oublie la Guyane pour la France, c'est les seuls autres, je crois, qui sont dans ce Ouais, cas-là. bah, là, Sur un continent, hein. Je parle pas des îles. ouais, Je crois que c'est si, il y a ouais, Gibraltar, mais sinon, enfin, c'est pas pareil, c'est autre chose. oui, mais C'est Gibraltar, oui, tu traverses, tu es encore en Espagne territorialement ouais, parlant. voilà. Heu donc heu, Je donc voilà, pense mais que oui, ouais, il y a plus que. Kaliningrad, Kaliningrad, il y a plus personne quasiment qui est d'origine germanique, parce que quand ils sont arrivés, Non. ils ont déporté tout le monde. D'ailleurs, on se rappelle au début quand ça a failli, enfin, quand ça a pété la deuxième fois avec la Russie, des approvisionnements qui étaient empêchés pour Kaliningrad. Les approvisionnements par les pays, au travers des pays européens, que les pays européens voulaient empêcher tout ravitaillement de la zone de Kaliningrad par la Russie. Oui, bah, les pays baltes, parce que Oui, nous, peut-être un peu moins, mais quand tu es juste à côté d'une enclave qui est surarmée avec je crois avec des missiles nucléaires, etc., et qui est une base militaire gigantesque, oui, t'as pas envie qu'elle ait trop de ressources qui oui, s'alimentent pendant qu'ils sont en train de taper les voisins. Parce qu'il y a un truc aussi qu'on dit pas sur Kaliningrad, mais depuis Kaliningrad, ils brouillent énormément les GPS des avions dans tout le secteur, notamment des avions civils. Les avions civils qui survolent le secteur de Kaliningrad ont souvent des problèmes de GPS. Donc, on sait ce qu'ils font, hein, c'est surveillé. oui. Et on me dit aussi Ceuta. Oui, alors oui, il y a ces petits. Après, c'est des tout petits trucs. Moi, quand je parle de Guyane et Kaliningrad, c'est quand même des territoires. C'est pas de la taille d'une ville comme Ceuta et Gibraltar, hein. C'est vraiment Oui, un territoire qui a de la taille au minimum d'une région française. Au minimum. C'est pas juste une ville. c'est pas juste une ville, oui. Et après, t'avais Hong Kong pendant longtemps, mais c'était un statut particulier pour le Royaume-Uni. Puis aujourd'hui, maintenant, c'est à nouveau sous le giron chinois. Ouais. Mais il va falloir se débarrasser de la Russie à Kaliningrad. Dit je suis sur le net. Alors, bon Les courage. Polonais le voudraient. Ouais, bah oui, j'imagine. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, ils ont ça à la frontière. Et d'ailleurs, est-ce que historiquement, je t'avoue de pas connaître, Mhm. Kaliningrad, c'est dû à quoi, cette Euh, particularité? alors, alors Kaliningrad, en fait, historiquement, c'était les chevaliers teutoniques.
C'était un bastion des chevaliers teutoniques. Puis ensuite, après, ça a appartenu à la Prusse et à l'Allemagne. Donc c'est germanique. Et en fait, c'est quand, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était coupée en deux. Le côté ouest, c'est l'Allemagne qu'on connaît. Le côté est, il y avait Kaliningrad qui était germanique, qui était allemand. Et une fois que la Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée, les Russes sont arrivés, ils ont massacré tout le monde. Tout le monde s'est massacré dans la région. Hein. Et ils ont récupéré Kaliningrad. Et eux, ils ont dit, ça, par contre, ça fait pas partie de la République soviétique polonaise ou de la République soviétique de tel ou tel pays. C'est à la Russie parce que besoin stratégique, un accès à la mer Baltique, etc. Et ils ont déporté les populations et ils ont tout remplacé. Donc, historiquement, c'est germanique. Mais ensuite, après, depuis c'est Königsberg, exactement comme dit Newell dans le chat, son nom historique c'est ça. Mais après, ça a été récupéré, annexé et fortifié par les Russes parce que intérêt géostratégique. Mais D'accord. historiquement, c'est allemand. Il y a quelqu'un qui me fait rire dans le chat en me disant oui, il y a aussi l'Azerbaïdjan en Arménie qui est une grosse région. Oui. Je pense que si on part sur les Haut-Karabakh, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, on n'a pas fini. Hein. Honnêtement. Parce que là, il faut remonter à Staline ouais, aussi, le ouais, coupage territorial. Et alors, plus globalement, alors je pense, nos notes qui posent cette question aussi par rapport à l'implication directe de soldats, comment ça s'appelle, nord-coréens dans le conflit russo-ukrainien désormais. Bon, c'est dans la partie ukrainienne, russe, à Kursk. Au niveau de Kursk, oui. Donc bon, il y a quand même un conflit Ukraine-Corée du Nord, même si c'est sur le territoire russe et que c'est dans le cadre de la nouvelle politique de défense russo-nord-coréenne. Ou Oui. dans le cadre d'un accord de défense, quand il y en a un qui est attaqué, l'autre va le défendre. Comme c'est sur le territoire russe, ça se passe comme ça. Mais est-ce que tu penses que du fait de l'implication de divers continents et de forces armées d'autres pays, on peut courir le risque d'une troisième guerre mondiale? Totalement. Est-ce qu'on n'y est pas déjà? Mais en fait, on y est en quelque sorte. C'est pas encore. On s'affronte pas encore sur le champ de bataille directement entre armées, je dis n'importe quoi, américains versus chinois ou français versus russes aux côtés des Allemands, etc. Mais on a déjà cette forme de confrontation mondialisée, que ce soit par la désinformation, qui est téléguidée, on le sait, qui est financée par le Kremlin, aussi par l'Iran qui a payé Kémy Séba, qui est un panafricain proche de Wagner. Il y a aussi les actions de sabotage, les câbles sous-marins. Il y a eu des très grosses suspicions par rapport à un crash d'avion en Lituanie, si je ne me trompe pas, des sabotages qu'on suspecte aussi en Angleterre, etc. Donc, il y a déjà cette forme de confrontation qui existe entre les blocs. Après, et c'est là où c'est intéressant par rapport à la Corée du Nord, au-delà du côté, on peut dire, Troisième Guerre mondiale, etc., c'est que ça exporte les tensions en Asie, parce que ce rapprochement Corée du Nord, Russie, qui a toujours existé, mais parce qu'en échange, les Russes fournissent du matériel militaire technologique aux Nord-Coréens et vont aussi les aider sur le nucléaire, possiblement. La Corée du Sud, là, elle s'inquiète, ce qui est normal. Ils sont pas très heureux. Donc, en fait, ça exporte la confrontation en Ukraine vers l'Asie, et ce qui fait que ça tord le bras à l'argumentaire qui était avant, qui disait c'est un problème de blanc, c'est une guerre de blanc. Parce que ça, je l'entendais de certains Africains ou de certaines populations asiatiques qui disaient oui, c'est un conflit entre blancs, c'est pas notre problème. En fait, ça montre que ces tensions, elles s'exportent sur d'autres continents et peuvent avoir des effets boomerang ou des effets dominos dans d'autres régions du monde. Ok. Alors juste là, je me posais la question parce que je voulais t'identifier sur Instagram. T'as pas d'Instagram? Non, j'ai pas Insta. T'as Blue Sky. Blue Sky, Twitter. Blue Sky, Twitter. Voilà, si jamais vous tapez carte du monde sur Blue Sky et sur Twitter, si un modo peut mettre le lien, aller le chercher sur le réseau, le mettre en épinglé, allez-y. Voilà. Et du coup, là, regarde. Est-ce que, comment dire, sur la question de Troisième Guerre mondiale, bon, je vois qu'il y en a qui me disent on pourrait presque parler de quatrième si on comptait la guerre de 7 ans. Oui, pas faux.
Selon toi, si elle devait vraiment péter ou on devait vraiment parler dans les médias de Troisième Guerre mondiale, parce que c'est pas le cas encore, on n'en parle pas de Troisième Guerre mondiale à proprement parler, c'est où que ça pèterait en premier actuellement? Entre le Moyen-Orient, la Syrie, l'Israël, entre Taïwan, entre la Russie et l'Ukraine, où c'est le point le plus chaud qui pourrait mener à ce qu'on qualifierait de Troisième Guerre mondiale selon toi? Je sais que c'est une question Alors, pas facile, celle-là. ouais, l'Afrique, ça restera entre guillemets des guerres de proxy, des guerres, des confrontations indirectes. Un peu comme ce que les Européens ont fait pendant très longtemps en Europe, où on se tapait dessus, mais en Italie, parce que l'Italie c'était le champ de bataille des Européens, vu qu'ils étaient extrêmement divisés. On avait les Allemands qui se tapaient avec les Français, les Espagnols qui se tapaient contre les Allemands, etc., ou contre les Français en Italie. Ce qui fait qu'on se tapait, mais pas directement à nos frontières. Donc c'était ce qu'on appelle Ouais. une guerre par procuration. Donc Ce qui l'Afrique, est, ça restera, en tout ce cas qui l'Afrique est, subsaharienne. ce qui est ensuite devenu la Yougoslavie, le lieu d'affrontement. Voilà, et après on va s'affronter ailleurs. Mais en fait, on se tape pas directement. Donc le continent africain et plus particulièrement la zone subsaharienne, ça serait, on va dire, des coups de couteau qu'on se donne mutuellement, sans trop se toucher directement. Heu, le L'Ukraine, bah, c'est une zone de front automatiquement, mais on va voir ce qui va se passer avec l'arrivée de Donald Trump. C'est ça qui va changer la chose. Mhm. La zone qui techniquement pourrait vraiment faire basculer sur une confrontation totale, c'est Taïwan. C'est aussi simple que ça, c'est Taïwan. C'est parce que Taïwan, ça implique pas juste le Chine, Taipei, c'est à peu près, je crois, un tiers Terre du rare. tonnage maritime. Non, c'est un tiers des navires marchands qui transitent D'accord. au large de Taïwan. Donc, si tu as un conflit, tu as un tiers du commerce international qui est pété. Donc, ben, même si c'est à l'autre bout du monde, bah, ça te brise ton économie, hein. C'est aussi simple que ça. Tu as aussi, ben, l'accès aux terres rares, tout le tintouin. Taïwan, c'est, heu, les semi-conducteurs, dont à peu près 90 des semi-conducteurs de haut niveau. Donc, semi-conducteurs, ton frigo, ta voiture, tout le tintouin, il y en a. Donc, boum, ça pète. Et au-delà de ça, au-delà des enjeux économiques et cetera, c'est que ça, c'est souvent oublié, c'est que la Chine revendique tout ce qu'elle appelle la mer de Chine, qui est la mer de Chine méridionale. Elle réclame toute la mer. Donc, ce qui veut dire qu'elle réclame des eaux territoriales au Vietnam, des eaux territoriales euh, aux Philippines, des eaux territoriales au Japon et aussi à la Corée du Sud. Donc, en fait, ces différents pays pourraient se dire, oula, après Taïwan, c'est nous les prochains, en fait. Donc, ne serait-ce que de manière régionale, ces différents pays peuvent rentrer dans la confrontation. Les USA rentreront dans la confrontation. À quel degré, c'est la question. Est-ce qu'ils vont juste faire un soutien ou directement une implication directe? Mais euh, ces, ces différents pays vont risquent de rentrer dans la danse. Par exemple, ça, c'est- ça peut paraître anecdotique, mais le Vietnam, qui a connu le napalm américain pendant des années, il tambourine aux portes de la Maison Blanche pour acheter des armes américaines. Les Oui. Philippins font pareil, etc., etc. Et donc, en fait, l'un, si ça pète, c'est l'un. Et vu qu'en fait, c'est le poumon économique des échanges internationaux, déflagration. Déflagration, et il y avait des scénarios, je crois que c'est la Red Team, leur nom, c'est des écrivains qui ont été mandatés par l'armée française, qui avaient pour objectif de créer des scénarios de fiction de conflits futurs. Et l'un des scénarios qui est étudié dans les états-majors français, c'est si Taïwan est attaqué, comment la France peut s'impliquer pour défendre Taïwan, avec D'accord. toutes les questions qui sont relatives. Donc c'est des sujets qui sont pris au sérieux par tout le monde. Ok. Et alors là, du coup, j'en profite parce que je vais mettre un de tes tweets que tu avais mis ce matin, qui est justement sur Taïwan, un petit peu, ou du Mm. moins sur la Chine, et la mer de Ouais. Chine. C'est les images, regardez, je vous montre ça en live. Des gardes-côtes, c'est les gardes-côtes en mer de... Alors, eau territoriale de Manille, où on a les canons à eau des navires chinois sur les Là, navires philippins. c'est ça, on voit les deux navires chinois autour du navire Ah ouais. philippin et boum. Mais c'était il y a quelques mois, des fois ça s'est accroché encore plus dur, où c'était en train de s'aborder mutuellement, et il y a des gardes-côtes philippins qui ont perdu des doigts à cause des coups de couteau chinois. Mais en plus, c'est impressionnant parce que par-delà l'aspect un peu conflictuel là, t'as carrément un aspect de création d'îles par la Chine. C'est Oui. impressionnant ça. Mais est-ce que du coup, ces îles artificielles ont de fait le droit aux zones économiques exclusives?
Je ne crois pas qu'elle soit reconnue au niveau du droit international, qu'on est d'accord en disant, bah, en fait, là, tu te moques de moi. Ouais, ça va, Heu, ok. mais je rappelle juste ce point, en fait, sur le droit international. En fait, quand vous avez un caillou en mer, là, quand vous avez votre plage, là, cette magnifique plage qui ressemble à mon mug, et ben, en fait, vous tirez 200 kilomètres. Vous Autour. tirez 200 kilomètres autour et toutes les eaux qui sont autour à 200 kilomètres vous appartiennent. Donc toutes les ressources souterraines, poissons, et cetera. Sauf s'il y a un autre pays autour à côté de vous. Dans ce cas-là, soit on discute diplomatiquement pour dire, ben, moite-moite chacun, ou des fois, ben, on se fait la guerre pour départager le territoire. Et donc en créant ces îlots artificiels, la Chine dit: «Ah bah regardez, j'ai un bout de caillou là, Bah oui. donc tout ce qui est autour, c'est à moi» et à chaque fois, ils militarisent, bien entendu, ces îlots et il y avait eu, par exemple, je crois que c'était les Philippins qui avaient tenté le coup. Ils avaient fait sur un îlot, ils avaient fait cracher un navire, sur l'îlot en disant: «Bah regardez, c'est notre navire, il est craché sur l'îlot, donc tout ce qui est à 200 kilomètres nous appartient». Hmm. Ça va jusqu'à ce délire-là. Oui, d'accord. Mais pour le coup, ça me rappelle par exemple la Chypre. Oui, Chypre ou la Grèce au niveau des eaux territoriales et il y a un pays qui est pas du tout content, c'est la Turquie. oui. La Là, conflictualité des zones économiques exclusives et de l'appartenance des îles entre la Grèce et la Turquie, c'est un peu la même question au final. T'as un peu la même question qui se pose de ces zones économiques. c'est ça, après, bah, soit on y arrive par le dialogue, soit, bah, on se donne des coups de couteau, directement, soit on profite qu'un État est en train de chuter progressivement pour, s'accaparer les territoires parce il a plus les moyens de de défendre ses intérêts et ses alliés le lâchent. Mais oui, c'est des crises qui sont pas nouvelles, qui touchent pas uniquement, la la mer de Chine méridionale, ça touche aussi d'autres territoires, heu mais après, la question, c'est que des fois, il va y avoir en fait plusieurs enjeux qui vont se percuter. Il va y avoir des fois l'enjeu historique, parce que le pays va dire: «Ah, mais historiquement, c'est à moi». Les enjeux politiques, voire nationalistes, les enjeux de ressources, parce que si tu tires 200 kilomètres, mais qu'en fait, tu as juste du sable en sous-sol, que tu as pas de poisson, tu as pas de pétrole, tu as rien, le négocier, c'est plus facile. Si par contre, tu sais qu'il y a du pétrole Oui. dans les fonds marins, là, tu vas te battre pour le récupérer ton territoire. Oui, mais c'est clair. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir l'enjeu maintenant de ce qui va être les ressources sous-marines dans les Mmh. décennies à venir, parce que c'est sur ça qu'on va aller, vu qu'on épuise petit à petit les ressources souterraines, on va partir aux ressources sous-marines. Sauf que au final, c'est un jeu quasiment auquel seuls les pays développés peuvent participer, au vu de la technologie nécessaire pour leur exploitation. C'est ça, bah, après ça peut être un pays en développement qui ensuite fait appel à des entreprises, internationales qui disposent des moyens. Mais dans ce cas-là, bah, c'est toujours la même question. Comment ce comment l'entreprise qui vient, d'un pays qui a les technologies va exploiter les ressources? Est-ce qu'il va les exploiter de manière équitablement en disant: «Bah, c'est tes ressources donc tiens, voilà ta part» ou est-ce que c'est: «Tiens, prends les miettes, moi je pompe tout et je me casse avec»? Ça, c'est, bah, ce qui Hmm. crée des tensions ou non. Après, je reviens sur le côté des ressources parce que ça me fait penser à une chose. C'était il y a quelques semaines, j'avais interviewé, Magali Regueza qui est une spécialiste du réchauffement climatique et elle expliquait que, heu, les ressources rares. Là, actuellement, on s'en rend pas compte, mais il y a des nations, bah, comme la Chine, comme la Russie, et cetera, qui ont des politiques de prédation sur ces ressources, parce que quand bien même actuellement elles ne sont pas, en situation de flux tendu, Ouais. on sait que dans 20, 30, 50 ans, 80 ans, c'est des ressources qui vont être stratégiques de par leur raréfaction ou de par leur difficulté d'accès, en fait. Donc il y a déjà certaines nations qui se préparent dans la prédation de ces ressources en prévision du futur. Bah, c'est pas un peu, c'est ce qu'on voit en Antarctique. Ou en Arctique, je me rappelle plus lequel est au nord. J'ai toujours un doute, Ah ben je crois que c'est bravo. l'Arctique, je crois que c'est l'Arctique, mais j'ai toujours un doute à chaque Ah, fois, bravo, un spécialiste de géopolitique qui sait pas où l'Arctique et l'Antarctique. Surtout que je c'est quand confonds même les 2. un sujet d'avenir, hein, pour le coup. Bah, là, la question, c'est en fait, c'est des pays qui font le pari de la fonte de la glace et donc de l'accessibilité de certaines ressources. Arctique au nord, on me dit dans le chat. Arctique, non, voilà, c'est ça. Et C'est moi, ce qui me fait. Bon, là, je blaguais sur l'Arctique, mais pour. Là, on parlait par exemple des pays avec les ressources sous-marines. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui va être le Venezuela, qui carrément, à un moment, a sous-entendu le fait d'envahir la Guyana pour la Guyana, oui. récupérer sa zone économique exclusive et toutes les ressources en pétrole. Et. Oui. Bon, ils le feront pas. Oh, bah, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire déjà? Un, ils ont pas les moyens de le faire.
Et deux, le Guyana est un tout petit pays Hmm. qui est assis sur une montagne de pétrole. Ça me rappelle le Qatar au Moyen-Orient. Voilà, donc là, ils essayent de se développer. Le Guyana n'a pas d'armée, si je ne me trompe pas, ou en tout cas un tout petit truc. Mais ceux qui exploitent le pétrole du Guyana, c'est Total, c'est aussi les Italiens, si je ne me trompe pas, et beaucoup les Américains. Donc je pense que s'il y a des missiles qui tombent sur des plateformes pétrolières américaines, Ouais. l'oncle Sam fera pas de quartier. Et c'est pas comme s'il fallait aller à l'autre bout du monde pour intervenir. Donc, donc c'est très bien d'avoir des discours en disant oui, je vais récupérer des terres ancestrales parce qu'ils disent que c'est à eux de manière Oui. historique, mais ben, et les moyens de tes ambitions, ce qui n'est pas le cas. Mais d'ailleurs, il me semble que le Guyana est un des pays qui est en train d'avoir un PIB par habitant peut-être le plus développé en Amérique du Sud avec ce qui se passe C'est par pas un- rapport au développement de de tout leur. c'est pas impossible. Après, et ça, je reviens toujours sur le PIB par habitant. Des fois, on se dit waouh, ils ont un PIB par habitant extraordinaire. Mais après, Il n'y la a pas question beaucoup de c'est temps. comment déjà le nombre d'habitants et comment la richesse est répartie. Parce que si le PIB par habitant il est explosif, mais que tout le PIB par habitant en fait il est regroupé entre deux trois individus, c'est pas Ouais. très intéressant pour le développement du pays et sa stabilité. Si c'est distribué dans le pays, s'il y a un retour sur investissement pour l'ensemble du pays, bah là c'est très positif pour son développement. En tout cas, ça va être intéressant à suivre parce que potentiellement, on aurait un Qatar. Je caricature peut-être un peu, mais c'est pour imaginer. On aurait peut-être un Qatar sud-américain sans tous les conflits autour. Et le développement, et ça, en termes de développement, ça serait intéressant quand même, parce que le Qatar, Ça, voilà, il y a beaucoup de risques autour, beaucoup de questions de sécurisation, etc., que la Guyana n'aura peut-être même pas, au vu de la proximité même avec les Américains. avec les Américains, nos liens aussi, parce que nous aussi, les Français sont sur Eh place oui, aussi, donc pour nous, ça nous fait un allié, et aussi il y a un effet ricochet qui peut être intéressant. Et là, bah, c'est pas cool pour le réchauffement climatique, clairement, mais s'il y a beaucoup de pétrole au Venezuela, s'il y a beaucoup de pétrole au Guyana, la Guyane française, elle est juste à côté, hein, donc il faudra bah oui, explorer un petit peu les fonds marins, donc peut-être qu'on est aussi assis sur un sacré c'est pactole. Mais possible. dans ce cas-là, il faut que la politique française soit viable avec la Guyane pour que la Guyane se développe correctement et n'ait pas l'impression d'être la cinquième roue du carrosse de la France et qu'elle soit bien intégrée dans la chose pour pas que la France, entre guillemets, perde le contrôle de ce territoire avec des velléités indépendantistes. Après, là, c'est Oui. comment qu'on gère ça. Et il faut bien gérer le virage. Mais j'ai Stuban qui me dit la Coupe du Monde en Guyana, c'est non, ils sont plus cricket. Mais la question aussi, c'est qu'en Guyane, même si on avait du pétrole, on n'est pas capable d'aller chercher l'or ou de le sécuriser en Guyane française. Alors, C'est un vrai sujet. Parce que j'ai un collègue qui a été gendarme en mobile et qui m'expliquait les chasseurs d'or en Guyane. Et c'est du grand délire. Hein. C'est d'accord. impressionnant. Bon, après, aller sécuriser la forêt amazonienne, faut le faire, c'est clair. Mais C'est ça quand on met, si tu vas sur, alors je sais pas si tu peux le faire avec, tu True Size Map, c'est un site où tu peux déplacer les territoires, oui, sur le monde parce que selon où est-ce que c'est placé, en fait, tu te rends compte que, bah, c'est le immense. c'est immense et si tu mets la Guyane, française par rapport à la métropole, je pense que c'est gigantesque, mais en fait, tu as juste les côtes, hein, qui sont habitables. Oui, Après, c'est de la forêt tropicale, donc vas-y exploiter le truc et ensuite après tu as la question écologique parce que pour exploiter les stocks d'or, tu ravages la nature autour. Donc c'est aussi parce qu'il y avait à un moment ce débat, bah, c'était déjà sous Macron, d'exploiter l'or du, de Guyane, mais ça avait été retoqué en raison des techniques ouais. qui étaient tout écologiques. Voilà, je viens d'aller regarder, la Guyane, c'est plus large que le Portugal. Et c'est quasiment et c'est plus de la moitié en termes de longueur, quoi. Donc, ça donne une idée du truc, quoi. La Guyane, c'est immense à côté. Hein. Sur le territoire métropolitain, c'est la taille de une, voire deux régions, en fait. C'est Non, plus grand que la PACA. c'est ça, mais sauf que tu mets de la forêt tropicale dense Ouais. à l'intérieur avec juste les côtes qui sont vraiment habitées. Après, bien entendu, tu as des villages un peu plus en profondeur, mais une fois que tu t'enfonces, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Alors, il y a un sujet qu'on a très peu évoqué pour l'instant. Je l'ai vite fait évoquer tout à l'heure parce qu'il y avait sa présidente à cet État qui était présente à Notre-Dame, notamment. C'est la Géorgie. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur la situation et ce qui se passe en Géorgie? Et ensuite, si tu le dis pas dans le topo, j'ai quelques questions sur le sujet. D'accord. Alors, pour la Géorgie, je vais faire un rapide
aspect historique pour qu'on comprenne pourquoi ça se tabasse, hein, parce que sinon on comprend pas pourquoi les gens ça se frappe en Géorgie. La Géorgie, c'est dans le Caucase, je vais résumer vraiment à gros coups de hache. Dans les années 1800, euh, la Géorgie signe un accord de défense avec la Russie parce qu'ils se défendent contre les Perses. Jamais les Russes interviennent jamais comme il faut, et à la fin, à un moment, ils interviennent au dernier moment alors que les Géorgiens sont à genoux. Les Géorgiens disent merci beaucoup, vous pouvez vous barrer, vous avez respecté votre accord de défense, et les Russes disent bah non, non, vous êtes à nous. Donc la Géorgie se fait annexer dans les années 1800 sous la période des Tsars par les Russes. Déportation, tout le tintouin, etc. Quand il y a la Première Guerre mondiale qui pète, la Géorgie essaye d'avoir une période d'indépendance, mais finalement, ils se font à nouveau massacrer par les Russes, parce que une fois que la révolution est bouclée, les troupes russes reviennent, les massacrent, redéportent, etc. Et ensuite, en 91, avec la chute du mur, la Géorgie renaît à nouveau de ses cendres, et les Russes vont agiter notamment des mouvements sécessionnistes en Ossétie du Sud et en Abkhazie. C'est la guerre civile. Alors c'était pas propre, hein, le gouvernement géorgien, c'était pas un rêve démocratique non plus, hein, c'était quand même très violent. Donc la Géorgie est morcelée avec la Géorgie officielle et deux territoires sécessionnistes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Et en 2008, accrochage entre Ossétie du Sud et Géorgie. Certains disent que c'est l'Ossétie du Sud qui a lancé l'offensive, d'autres disent que c'est les Géorgiens qui ont lancé l'offensive, c'était sous Sarkozy. Les Géorgiens envoient les chars, massacrent et arrivent, je crois, aux portes de la capitale, Tbilissi. Donc en fait, on a une histoire déjà de base qui est ultra violente et ultra compliquée avec la Géorgie. De toute manière, tous les pays qui sont voisins à la Russie ont une histoire violente et compliquée avec la Russie. Il n'y a pas d'histoire pacifiée. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a un parti politique qui s'appelle Rêve géorgien, qui, on le sait, est financé par la Russie, qui, on le sait, a des liens très forts à la Russie, c'est pour ça qu'on dit que c'est un parti pro-russe, a fait appliquer des lois d'inspiration russe ces derniers temps pour mater l'opposition, et en octobre, on a eu les élections législatives. Et le parti pro-russe en est sorti victorieux avec 54% des votes. Sauf que c'est retoqué par l'opposition et de manière documentée, c'est que ces élections législatives sont entachées d'une fraude massive. Certains villages ont 114% de taux de participation. Oui, j'ai vu ça. Donc voilà. Il y avait des personnes qui se présentaient. Et surtout que dans les 114%, t'as plus de 100% de votes qui sont juste pour le rêve géorgien, par exemple. C'est ça. Donc on peut pas dire que c'est de la fraude à la marge. Il y avait des gens qui venaient voter et on leur disait mais bonjour ma pauvre dame, vous avez déjà voté. Il y a déjà quelqu'un qui s'est présenté avec votre carte d'identité, donc usurpation d'identité. Il y a eu des bourrages d'urnes qui ont été filmés. Il y a eu les journalistes, les observateurs qui se faisaient tabasser au niveau des bureaux de vote ou autour des bureaux de vote, et certains locaux des partis d'opposition pendant la journée d'élection ont été assaillis par des individus cagoulés avec des battes de baseball. Donc, on n'est pas sur une élection transparente et démocratique. Oui. Clairement non. Et donc, ça a fait monter en tension. Et Rêve géorgien, il y a quelques semaines, a déclaré l'Union européenne, c'est terminé. Parce que depuis décembre 2023, la Géorgie était candidat officiel à l'intégration au sein de l'Union européenne. Et donc, le parti pro-russe a dit ça, c'est terminé, ça dégage jusqu'en 2028 au bas mot. Donc, ça a foutu le feu aux poudres. Encore par rapport à, c'est encore un truc en plus de tout ce qui se passe. Et donc là, depuis plusieurs semaines, c'est des manifestations massives dans tout le pays. C'est de la répression. On a des opposants politiques qui ont été arrêtés à leur domicile, des journalistes qui ont été arrêtés à leur domicile, euh, et on a ce qu'on appelle, alors je vais mal le prononcer, les titushkas, ce qu'on retrouvait en Ukraine en 2014. C'est en gros des individus cagoulés qui, on le sait, sont à la solde du régime et qui se baladent dans les manifestations et qui, d'un coup, tabassent les gens euh, pour, pour mettre une atmosphère de peur. Et pour donner un autre exemple, ces gens-là, ça a été filmé, ça a été documenté. Des fois, il y avait les opposants politiques qui rentraient chez eux, et d'un coup, vous avez la caméra de vidéosurveillance de la maison qui filme le député qui rentre chez lui, et d'un coup, vous avez une trentaine d'individus qui arrivent, batte de baseball, qui lui sautent dessus et qui le tabassent au sol. Donc, on est dans une situation extrêmement explosive où ça peut déraper. Certains
dans le scénario où la confrontation monte au maximum, dans un scénario à l'Euromaïdan, sauf en Géorgie. Voilà, j'ai essayé de D'accord. résumer au maximum Bah, de tu ce qu'on vois, en plus, tu m'as ouvert sur l'Euromaïdan. Est-ce que ce qui se passe en Géorgie, ça pourrait être un nouvel Euromaïdan? Est-ce que c'est même techniquement. déjà un nouvel Euromaïdan? Bah, en fait, ça va dépendre si les civils et les opposants considèrent que les manifestations pacifiques ne sont plus une solution et qu'il faut le taper, en fait. Et que d'un coup, faut s'équiper et il faut taper et que le sang coule. Oui. J'y vais clairement. Mais voilà, c'est si à un moment, il y a un point de bascule en disant ok, il n'y a pas d'autre moyen, on est obligé d'y aller par la force parce que en face, ben, ça pliera pas. Parce qu'il me semble que hier soir, c'était le 11e soir de suite, Dans 12e, le genre, quelque chose comme c'est ça, ça. 11e. Non, c'est encore plus vieux que le parce que ça fait 12 jours à peu près qu'on est à la Syrie et c'était encore un peu plus vieux, Non, mais il y a mais eu voilà, deux ça a vagues de monté manifs, je crois que là, il y a eu les il y a eu manifs. plusieurs vagues de manifs, mais voilà, Ouais, ça fait plusieurs semaines. d'accord. Oui, en plus d'ailleurs, manifestation dans laquelle il y a la présidente géorgienne qui va dans la rue d'ailleurs avec les manifestants. C'est assez impressionnant comme image, ça. C'est ça, elle a été au front devant, on a une photo qui est assez impressionnante où on la voit en première ligne face au bouclier anti-émeute. Hmm. Elle est très Ah, je l'ai pas engagée. vu celle-là. Et je vois juste, il y a Maskileli qui dit je me permets, désolé, je vole ton rôle, qui dit que c'est une ancienne diplomate française. Oui, elle Ouais. est née en France, elle a la double nationalité. Je ne sais pas si, depuis qu'elle est présidente géorgienne, elle a quitté, Elle a dû elle a dû abandonner, j'ai abandonner. regardé. Il faut Voilà, être mais elle a été une seule diplomate. nationalité, ouais. Voilà, mais elle a abandonné, mais elle a à l'origine la double nationalité. Elle a même été ambassadrice française en Géorgie d'ailleurs avant d'abandonner sa double nationalité pour devenir la présidente, si je me trompe. Il me semble. Exactement, c'est totalement ça. Je m'étais un peu renseigné aussi quand même. Euh, et du coup, alors, quand on parle d'Euromaïdan, on pense Ukraine, on pense invasion de la Russie. La Russie, elle a les moyens de faire quelque chose de similaire en Géorgie aujourd'hui. Ben, en fait, ça dépend. Si Donald Trump finalement rétropédale et n'impose pas entre guillemets sa paix en 24 heures dans la région et donc que le conflit s'embourbe encore plus longtemps, euh, s'embourbe encore plus longtemps en Ukraine, bah entre guillemets c'est la fenêtre d'ouverture pour l'opposition géorgienne parce que les Russes sont déjà très occupés. On a vu hein, la Syrie. Alors la Syrie c'est un peu plus loin, on est d'accord, mais à part quelques frappes, ils sont vite barrés dans tous les sens. Mais la Russie a pas les moyens de laisser presque les Géorgiens, pas les Géorgiens, les Kadyrov, c'est les Tchétchènes. Les Tchétchènes qui sont à proximité gérer ça. Parce que les Tchétchènes, Ben, il ne semble pas qu'ils ont envoyé toutes leurs forces non plus en Ukraine. ils ont pas envoyé toutes leurs forces. Oui, ils pourraient en envoyer, bien sûr. Parce que Ça c'est à peut leur se faire. frontière quand même, il me semble. C'est à leurs frontières, oui, c'est à leurs frontières. En fait, tous les scénarios sont possibles si les pro-démocraties arrivent. En fait, tous les scénarios, enfin, c'est là où on est sur des moments de l'histoire où c'est des points de bascule. Tout peut arriver, en fait. Hmm. Si d'un côté ou de l'autre, ça l'emporte. Et je vois juste, je me permets encore, l'Euromaïdan, je réexplique un petit peu. L'Euromaïdan, c'est en 2014. C'est quand les Ukrainiens dégagent leur président parce qu'il va arrêter les accords avec les Européens et se tourner vers la Russie. Et donc, c'est l'origine de la révolution ukrainienne de 2014. En gros, pour D'accord. résumer simplement. Et parce que là, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui, c'est presque acquis que l'Ossétie du Sud et comment s'appelle l'autre euh, L'Abkhazie. L'Abkhazie. J'ai vu des cartes du rêve géorgien qui donc a gagné par triche les élections. Ces Mm. deux territoires étaient exclus de la carte géorgienne. Oui, ce qui a fait scandale. Parce que Bah les oui. Géorgiens, quand ils mettent leur carte, ils mettent l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie dans leur territoire. Et Rêve géorgien, là, après sa victoire, a fait un débriefing où il y a la carte de la Géorgie derrière. Et d'un coup, on voyait plus l'Ossétie du Sud et plus l'Abkhazie. Donc, les Géorgiens étaient là, mais attendez, ok, c'est encore une double trahison. Là, vous nous la faites à l'envers. Vous êtes vraiment soumis à l'influence russe. Oui. Et alors, je rappelle là, comme j'ai encore beaucoup, je vois qu'il y a encore beaucoup de monde qui est arrivé. J'ai refait un shout-out. N'hésitez vraiment pas, vraiment, à aller follow Yann. Tu live quand là prochainement?
Mercredi, ça sera 20h, 20h30, je sais pas encore exactement. Et ensuite, vendredi, ça sera une interview avec un compte Twitter qui s'appelle Knowledge Media. Mais en fait, il fait un super Je connais. travail de veille, notamment sur la Roumanie, parce que la Roumanie, en ce moment, c'est ultra chaud, ce qui se passe. Il y a des Voilà. arrestations, élections annulées pour cause d'ingérence russe. Donc ça dit: «Ah, c'est un coup d'État», et cetera. Bref, on va décrypter tout ça ensemble. Ok, bah en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller follow Yann. Et sur Twitter, à aller faire de la pub à son tweet épinglé. Il essaie de faire venir la présidente géorgienne pour une interview. Ouais, alors je l'ai plus épinglé parce qu'il fallait que je mette le programme, mais Ah, ouais, là, j'essaye de j'essaye à l'arracher, mais bon, hein, bah, c'est une après, tu bouteille fais vide. venir des porte-paroles et tout, quand même. C'est vachement intéressant. T'as des spécialistes et des personnes haut placées pour tes interviews. Ouais, là, c'était il y a quelques semaines, j'avais monsieur Christophe Lemoine, qui est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, donc c'était intéressant. Après, Ah oui. on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit sur les choses. Moi, j'étais pas d'accord forcément avec ce qu'il disait sur la Géorgie, mais quand on discute avec lui, quand on est en interview, ben, c'est pas Christophe Lemoine qu'on est en interview, c'est le porte-parole de la France. Donc c'est la Hmm, position de la France. C'est pas lui dans ses propres émotions, dans ses propres valeurs. ouais. Faut l'entendre. Alors juste Et du oui, coup, j'ai j'ai vu ça aussi. Chopin qui m'a envoyé la photo, la photo de la présidente géorgienne face donc au bouclier anti-émeute. Vous voyez, normalement vous la voyez, elle est affichée. Cette photo Mm, qui est, c'est vrai, est assez symbolique. Ouais. c'est ça. Donc ceci, cela, c'est sur la Géorgie Euromaidan. Oui, bah au final, est-ce que c'est pas un peu le même modèle que la Transnistrie pour la Moldavie, quoi? Là, le Par rapport à fait, l'Ossétie du par Sud, rapport à l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, l'enjeu stratégique de ces territoires sous dominance russe, qui sont pas sur le territoire russe, mais il y a aussi cet enjeu avec la Transnistrie, parce que si au final la Russie voulait absolument aller à Odessa, c'était aussi pour relier la Transnistrie en Ukraine. oui, il y avait cet objectif-là. En fait, ça sert d'enclave, soit d'enclave militaire, soit d'enclave d'influence russe, parce que la Russie reste nostalgique de son influence durant l'URSS. Et donc, avoir des territoires sous influence, des fois juste politique, mais au mieux avec des troupes armées, permet en fait encore de faire peser son ombre et surtout de faire que, ah mais attendez, vous attaquez ça, donc il y a des minorités russes qui sont ici, donc on doit intervenir en tant que sauveur des populations russes, alors que c'est eux-mêmes qui ont déplacé leur propre population Hmm. de manière volontaire dans ces régions-là pour avoir le casus belli de l'intervention qu'ils diraient humanitaire, eux, mais qui en fait est une manière de déstabiliser les pays autour. Hmm. Et c'est vrai que là, du coup, bon, un État allié de la Russie qui ne fait pas partie de la Russie, euh, l'avenir de la Biélorussie, c'est quoi aujourd'hui? Parce que c'est une vraie question que je me pose, la Biélorussie. Elle fait tout comme la Russie, elle suit la Russie, elle obéit à la Russie, elle laisse l'armée russe venir sur son territoire pour faire des points de pression. Son armée est presque aux ordres de Poutine, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la Biélorussie ne fait pas partie de la Russie d'une certaine façon? Alors en fait, ça c'est super intéressant l'histoire de la Biélorussie, en tout cas récente. C'est que, en gros, pendant Loukachenko, qui est le dictateur biélorusse, souvent il apparaît un peu comme le teuteux du village quand il fait les interviews, et cetera, où on le voit dans des champs de patates, ou des fois il a des plans d'invasion. On se dit: «Mais attends, il est débile, il est en train d'afficher les plans d'invasion de tel ou tel territoire». Et en fait, il joue beaucoup sur cet aspect-là et c'est un renard politique. En gros, pendant très longtemps, Loukachenko, il se tournait vers la Russie pour négocier des choses, puis à un moment, quand la Russie commençait à avoir trop d'appétit, il se tournait vers les Européens en disant: «Eh, vous avez vu ce que les Russes sont en train de me proposer? Moi, j'aimerais un deal avec vous». Et en fait, il switchait constamment entre les deux, en fait. Et quand l'Ukraine a été annexée par la Crimée a été annexée par la Russie, là, il a commencé à prendre peur. Il a commencé à prendre peur par rapport à la Russie, et donc il a commencé un peu plus à se tourner vers l'Europe, tout en restant un dictateur, hein. On va pas, Oui. il s'est pas transformé en démocrate, loin de là. Et en fait, ce qui a changé la donne, c'est quand il y a eu les dernières élections, je me rappelle plus quand est-ce que c'était 2019, 2020, 2021, j'ai un doute. C'est la fraude de trop, il perd, enfin il déclare gagner, mais ça part en émeute dans tous les sens. Et là, c'est Poutine qui vient à son secours et qui le sauve, littéralement. Ouais. Donc là, il est vraiment sous l'influence de Poutine. Mais en même temps, il essaye des fois de jouer un petit peu, il essaye encore de jouer un petit peu sur les différents tableaux pour assurer sa survie. Pour l'évolution de la Biélorussie, en fait, l'évolution de la Biélorussie va dépendre de l'évolution de la guerre en Ukraine. Parce que, scénario fiction, l'Ukraine arrive par je ne sais quel moyen à remporter la guerre contre la Russie.
Eh ben, on aura tous les contingents biélorusses, parce qu'il y a beaucoup de Biélorusses qui se battent en Ukraine, qui vont revenir en Biélorussie. Et leur objectif, c'est, ils l'ont dit, hein, ils l'ont déclaré, les combattants biélorusses l'ont déclaré. Ils ont dit, une fois qu'on a fini le travail avec les Russes, on rentre au pays et on achève Loukachenko. Donc, si l'Ukraine gagne, là en ce moment, avec Trump, ça va être compliqué, ça va être très 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 compliqué. Oui. Loukachenko chute par effet domino. Ça prendra le temps qu'il faut, mais ça y arrivera. Si la Russie sort renforcée de la guerre en Ukraine, eh ben, il va renforcer l'influence avec la Biélorussie. Loukachenko se battra pour pas être complètement annexé, mais à minima, ça sera territoire vassalisé Oui. complètement par la Russie. Voilà. Je D'accord. sais pas si j'ai réussi à répondre à peu Si, près à ta si, bah question. oui, et du coup, c'est là aussi où on voit presque la grosse inquiétude de la Lituanie, qui est le seul pays qui fait la séparation avec Kaliningrad derrière, hein. C'est ça. Et les pays baltes, bah là, ils sont en train de s'armer, ils se renforcent parce qu'ils savent qu'ils sont en première ligne. Les Polonais aussi, parce que ça, on l'oublie. Mais déjà, avant la guerre en Ukraine, la Biélorussie servait de, de tête de pont pour la pression migratoire orchestrée. C'est-à-dire qu'en fait, ils envoyaient des avions depuis Damas, parce que Bachar al-Assad, c'était leur copain. Depuis Damas, des avions de migrants. Ils les envoyaient à Minsk. Ensuite, autobus, direction la frontière avec la Pologne. Et donc, ce qui fait que maintenant, la Pologne a une frontière full barbelée avec Oui. militaires, etc. Donc, voilà. D'accord. Et alors, moi, c'est un sujet que je connais pas du tout. Il y a Belgix qui demande la Birmanie. Oui. Est-ce que, alors moi, je ne sais pas ce qui se passe en Birmanie. Est-ce que tu sais, tu peux en parler un petit peu ou pas? Alors, la Birmanie, je vais résumer, c'est compliqué. Tout est compliqué en C'est géopolitique, hein, j'ai l'impression, c'est hein. le mot qui revient à chaque fois, c'est compliqué. Je reviens vite sur la Birmanie. La Birmanie a été une colonie anglaise, en gros, pour faire simple, et c'est un pays qui a une longue histoire, une très longue histoire, et qui regroupe à peu près 195 groupes socio-ethniques différents. Bref, j'avance dans le temps. Une fois la décolonisation faite, le pays enchaîne les coups d'État et les juntes militaires, et vers les années 2010 à peu près, on a une transition démocratique qui se fait, mais qui est partielle, avec, j'ai mangé son nom, Aung San Suu Kyi. J'ai très certainement massacré son nom, heu, qui arrive au pouvoir, mais avec l'armée qui a des places encore sécurisées au Parlement. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, c'est comme si au Parlement français, si on vote, on pouvait voter tout ce qu'on veut, ben, on avait 40 des sièges qui sont réservés à l'armée. Voilà, en gros, Ah oui, d'accord. c'était un Ok. truc qui était comme ça, à peu près. C'était, je caricature, j'ai pas les chiffres exacts en tête, Bon, mais en gros, tu il y sais, avait un les certain plus nombre. mauvaises langues te diront que les votes de l'armée sont dans certains partis, donc ça revient un peu au même. Les plus mauvaises langues dans le chat te diront ça pour les connaître déjà d'avance. Ah bon, Mais pardon, je te laisse. non, mais t'inquiète. Mais en gros, il y avait un certain nombre de sièges qui étaient réservés à l'armée, ce qui lui permettait de maintenir son influence, et il y avait des ministères qui étaient réservés à l'armée. Et à un moment, c'était il y a quelques années, nouvelle élection, et là l'armée se prend une plus grosse déculottée avec vraiment des votes très, 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 très favorables à Aung San Suu Kyi, heu et l'armée décide que non, c'est terminé. La D'accord. pseudo parenthèse démocratique, c'est terminé, coup d'État, ils prennent le pouvoir, ils arrêtent tout le monde, il y a des manifestations, et cetera, et ça part en guerre civile. Et sauf que c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on va voir des gens qui vont se jeter dans la guerre civile, qui vont aller partir, parce que la Birmanie, vous avez les grands centres urbains, puis après c'est de la jungle, hein, c'est de la grosse jungle et de la grosse montagne. Et ben, qui vont prendre le maquis, pour dire les choses simplement. Et vu que c'est un groupe qui est en crise depuis de très longues années, il y avait déjà des groupes armés qui existaient. Déjà des groupes qui faisaient de la guérilla, et donc qui ont armé, qui ont entraîné tout un tas de sous-groupes armés dans la région. Et bref, j'avance dans le temps. En ce moment, la junte militaire ne contrôle plus que les grandes villes. On estime qu'elle contrôle à peu près grand maximum 30%, 40% si on est vraiment très optimiste du territoire, et elle ne contrôle plus aucune frontière avec la Chine, qui est son parrain, qui est soutenu par la junte est soutenue par la Chine. Et là où c'est compliqué, c'est qu'en même temps, les rebelles birmans, ils sont pas tarés, ils vont pas insulter la Chine, parce qu'ils Non. ont pas envie de se faire taper dessus. Donc en même temps, ils essayent d'établir des bonnes relations diplomatiques, cordiales avec Pékin, en disant, Taïwan, c'est chinois, c'est pas notre problème.
C'est normal, ils ont d'autres problèmes. Bref, en ce moment, la junte, elle est en train de tanguer très dangereusement et c'est une question de mois, d'années avant qu'elle s'écroule littéralement parce que sur le temps long, c'est pas tenable au niveau des dynamiques actuelles. Voilà, j'ai résumé au Ok. maximum. Et quand même, pendant que tu en as parlé, du coup, je suis allé regarder où c'était parce que je me rappelais absolument pas d'où était la Birmanie et je croyais que c'était la frontière du Moyen-Orient, tu vois. Donc, Non, non, c'est merci du Birmanie et rappel. Myanmar. Non, mais bon, t'inquiète, Ah, je hein. t'avoue, la Birmanie, c'est pas du tout un conflit que j'entends parler, en fait. Qui On en est, en par dans le grand public, on n'en parle pas du tout. Bah, c'est loin, ils ont pas la même couleur de peau que nous, ils ont pas la même culture, ils parlent pas la même langue, donc en plus c'est compliqué quoi, donc voilà, je résume, mais Ouais. en quoi ça nous intéresse? Voilà, c'est c'est Est-ce loin, il y que a juste des balades dans quel est l'intérêt de la France en Birmanie? Est-ce qu'il y a des intérêts français en Birmanie ou dans un camp plus que dans un autre? À une époque, il y avait des intérêts, notamment Total qui exploitait le pétrole, mais Total s'est barré. Parce D'accord. qu'on a dit: «Ben, plus un centime pour la junte», donc ce qui fait que Total s'est barré, c'est d'autres groupes qui ont pris le relais et ce qui s'entendait, hein, plus une thune pour la junte. Mais vu qu'on soutient très peu, que c'est pas notre problème, le jour où les rebelles arriveront à prendre le pouvoir, je suis pas sûr que la France, ait un rôle primordial dans les accords diplomatiques et économiques avec les rebelles. Mais c'est vrai que toute la péninsule, là, je regarde les pays qui composent un peu cette péninsule, longue, grande péninsule, hein, mais Mmh. Malaisie, Thaïlande, Laos, Vietnam, Birmanie, j'ai l'impression que la France est relativement absente de toute cette zone aujourd'hui. Pas avant, On a mais des oui. dans l'ère moderne qu'on connaît, on est beaucoup en retrait là-bas par rapport à avant. Bah, on est beaucoup en retrait. Après, on va dire oui, on a toutes, les îles de Polynésie et cetera qui nous permettent d'avoir un pied dans le Pacifique, donc c'est pas complètement à côté, mais d'avoir un Ouais, pied dans la région. Mais déjà qu'on se démène avec l'Afrique, où on s'est fait, casser la figure de partout et on a aussi, et c'est notre responsabilité, très mal géré les dossiers de longue date en termes de relations diplomatiques avec les populations et les pouvoirs en place. Comment gérer un truc aussi loin, quand déjà on n'arrive pas à quand déjà on encaisse les coups, comme on peut, sur les zones d'influence entre guillemets «historiques» de la France en Afrique, voilà, c'est la question. ouais. Bah déjà qu'on n'arrive pas à gérer ce qui se passe sur les zones d'influence qu'on a déjà, on va éviter d'aller se propter directement aux Chinois, quoi. C'est ça, c'est ça. Après on essaye des fois de les emmerder un petit peu avec la Mongolie, on essaie de faire des accords avec la Mongolie. Ah bah d'ailleurs, on y va, Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan, la France, là, ça y va pour tout ce qui va être... je crois que c'est Ouzbékistan ou Kyrgyzstan, d'ailleurs, pour l'uranium, je sais plus. L'uranium, je sais plus lequel c'est, à chaque fois je les confonds, Mais les 3 pays en ce temps, mais oui, c'est l'uranium, un peu de militaire avec la Mongolie aussi, heu, c'est intéressant, ça, comme stratégie, parce que c'est quand même des pays qui sont enclavés entre la Russie et la Chine, quoi. c'est ça, c'est en fait on Et... essaie de leur proposer la troisième voie comme on dit. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant à voir, mais après... est-ce que toi, il y a un sujet dont tu as envie de parler enfin, de parler en plus là, parce qu'il nous reste un quart d'heure. Il me semble que tu dois partir à 11h, tu Ouais, m'avais dit. à Il y 11h, a un là je sujet, un conflit, quelque chose que tu as envie Heu, d'évoquer précisément, peut-être? alors là, je réfléchis, parce que finalement l'Afrique subsaharienne, souvent on en parle, Ouais. enfin on en parle quand même régulièrement, ou peut-être que c'est moi qui vu que je suis focus dessus, je vois que je le vois un peu trop peut-être. Heu, c'est ouais, Afrique subsaharienne, OK, on a parlé un peu de l'Ukraine, Ah, OK, si, je sais de quoi on n'a pas parlé, Géorgie, oui. à ton avis. Qu'est-ce qui est le conflit international dont on parle le plus en France, hormis l'Ukraine, dont on n'a pas encore parlé depuis le début du live? À Gaza. Voilà. Voilà, ben oui. Alors, Alors, je sens Gaza. déjà que ça te saoule déjà. Non, 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 c'est compliqué comme d'hab. En fait, Gaza, à un moment, j'ai beaucoup couvert ce qui s'est passé à Gaza, mais c'était un sujet déjà avant, je m'étais toujours promis de pas en parler. Pour une raison très simple, c'est pas une manière idéologique ou autre, ça j'en ai rien à faire. Mais c'est, qu'en fait, quand tu parles de Gaza, tu as le bras qui part parce que personne n'arrive à prendre de la hauteur sur le sujet et on est tous très émotionnels. Mais ce qui s'entend, hein, parce que vu ce qui s'y passe, il y a de quoi être émotionnel. Mais ce qui fait qu'il y a personne qui prend de la hauteur. Je vais revenir un petit peu sur Gaza pour non pas sur le côté, Israël-Gaza, mais déjà remettre un peu de contexte parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, qui sont là, qui lancent la pierre sur les Américains, sur les Français, sur les Occidentaux en disant: «Regardez, ce qu'on fait, nous sommes d'horribles personnes». Ce qui peut s'entendre comme critique, ça peut clairement s'entendre, mais qui oublient de regarder un peu la région. Quand
Il y a eu le 7 octobre, le premier réflexe des Égyptiens, c'est quoi? C'est de barricader. C'est de barricader leurs frontières avec Gaza. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et on n'explique pas pourquoi, en fait. D'ailleurs, tu me parles de l'Égypte tout à l'heure, et j'avais quelqu'un qui me disait Al-Sisi, au final, c'est pas un tyran, mais il a des méthodes plus que discutables, les Européens s'en accommodent très bien. Par Oui, rapport bah à oui, faire un parallèle avec Kadhafi à l'époque, on en parlait tout à l'heure. J'avais vu ça oui, dans le parce que chat. son ennemi, c'est les frères musulmans. Mm. Donc on va dire les islamistes, pour faire très simple. Et moi, je suis allé en Égypte, très sympa, et j'avais discuté avec les Coptes. Les Coptes, c'est les chrétiens d'Égypte, et ils disaient, bah ouais, c'est pas un super régime, mais en fait, ben, avant, on avait peur, en fait. Donc c'est un allié objectif, pas idéologique, mais objectif, quand bien même, des fois, ils nous font des coups dans le dos avec les Russes. Mais pour revenir sur Gaza, le premier réflexe qu'a eu Al-Sisi, c'est de barricader le point de passage avec l'Égypte. Pour une raison très simple, c'est que Al-Sisi, s'il arrive au pouvoir, c'est qu'il a cassé la figure au mouvement des frères musulmans. Les frères musulmans sont des alliés historiques du Hamas. Donc, ils ne voulaient pas qu'il y ait des combattants du Hamas qui se barrent par la porte et qui arrivent sur leur territoire. Et puis, là, je vais être horrible, l'Égypte, elle va mal économiquement. Ses trois plus grosses sources de revenus, c'est le tourisme. Le tourisme, il s'est cassé la figure avec le Covid, puis ensuite la guerre en Ukraine. Ensuite, sa deuxième source de revenus, c'est le canal de Suez. Avec les Houthis qui lancent des missiles en mer Rouge, ça a stoppé, ça a ralenti le commerce par le canal de Suez. Donc voilà, deuxième truc qui tombe. Et ensuite, c'est la diaspora égyptienne, la troisième source de revenus de l'Égypte. Elle n'est pas en grande forme. Donc en fait, économiquement, ils sont pas en grande forme. Donc ils n'ont pas envie d'ouvrir leurs portes à de possibles combattants du Hamas qui sont leurs ennemis jurés parce que lien avec Al-Sisi, et en même temps ouvrir leurs portes avec les Gazaouis qui qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas d'argent, qui sont pauvres. Donc avoir une crise migratoire et économique à gérer. Donc, objectivement, ils ont barricadé. Donc, on peut nous traiter d'hypocrites, mais en même temps, faut regarder ce qui se passe là-bas. Le Liban, alors il y a le Hezbollah qui s'est mis en défenseur des Palestiniens, mais les Libanais, l'origine de la guerre civile au Liban, c'est quand il y avait des mouvements armés palestiniens qui étaient au Liban, et dans les années, je crois que c'est 70, un truc dans le genre, c'était un groupe armé palestinien qui avait tiré, le nom s'invente pas, sur les phalanges chrétiennes, sur le leader des phalanges chrétiennes, ce qui a provoqué la guerre civile au Liban qui a été un massacre. Donc, au Liban, on se rappelle aussi de c'est quoi les problèmes qu'on risque d'avoir sur cette cause-là, sur la cause palestinienne. La Jordanie, qui est juste à côté, ils n'aiment pas les Palestiniens. Alors le pouvoir, la population a des affinités, mais le pouvoir, il s'en souvient parce que dans les années 70-80, il y a un conflit entre, comme d'hab, Israël et les mouvements armés palestiniens. Et donc il y a des Palestiniens armés qui se barrent en Jordanie et qui commencent à faire sécession par rapport à l'autorité de la Jordanie. Et on a ce qu'on appelle Septembre Noir, c'est-à-dire des attentats qui se passent en Jordanie. Donc les Jordaniens, ils n'ont pas envie non plus. Et donc en fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait la région, toute la région, les Palestiniens, c'est juste c'est horrible hein, ce que je veux dire. C'est une variable d'ajustement dans les relations entre les différentes nations pour peser sur tel ou tel rapport, mais il n'y a pas d'adhésion à leur combat, à leur cause qu'on peut considérer légitime, etc., ou illégitime selon le point de vue. Ça, c'est pas mon problème. Mais euh, en, en gros, en fait, la cause palestinienne au Moyen-Orient, les pays autour, ils s'en moquent un peu. Hein. Ou alors, quand ils brandissent que c'est une cause qui leur tient à cœur, c'est juste pour faire pression sur une autre nation, en fait. Je suis vraiment D'accord. pragmatique et horrible dans mes mots sur la chose et j'essaye de déshumaniser la chose juste pour mettre les enjeux politiques et historiques, mais voilà. Ah, c'est quand même assez. C'est impressionnant quand même de voir à quel point, malgré tout, il y a cette isolation dans les voisins directs C'est ça, il y a une isolation d'Israël. complète. Et au final, ceux qui font le plus de bruit dans tout ça, si on oublie le Hezbollah en termes de groupe qui ne représente pas le Liban, mais le Hezbollah, c'est Mmh. peut-être les Turcs à proximité.
Oui, mais le turc, c'est pareil, c'est une variable d'ajustement, hein. Je suis horrible, hein, dans ce que je dis, mais c'est une Ouais. variable d'ajustement. Parce que quand ils ont dit oui, quand les leaders du parti d'Erdogan ont dit oui, Israël réalise un génocide, etc., quand bien même ce qui se passe à Gaza, c'était Amnesty International qui a dit bah ça s'apparente clairement à un génocide. Quand ils ont dit ça, les leaders euh, turcs du parti pro-Erdogan, Ils ont utilisé le mot génocide, les Turcs? alors je sais pas s'ils ont utilisé le mot. Alors je pense qu'ils ont dû, certains leaders politiques ont dû l'utiliser, je D'accord. pense. J'ai un doute sur la chose. Non, non, mais Mais quand ils ont dit je demande parce que horrible, ça reste sacrément hypocrite de pas être ouais, génocide de la part des Turcs quand même ne reconnaissent pas le génocide arménien. Mais c'est voilà. parenthèse fermée, pardon. Mais quand ils ont critiqué énormément, qu'ils ont appelé au boycott Ouais, économique d'Israël, mais les navires marchands turcs, ils continuaient d'aller dans les ports israéliens, en ah fait, ben, pour s'alimenter en ressources. Après, ça a été un peu vu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, maintenant, quand ils vont dans les ports israéliens, ben, ils coupent leurs transpondeurs. Donc, on les voit plus sur la carte maritime. Mais ils ont continué. Donc, en fait, le côté, enfin, tu me prends pour un teuteux. Et pareil, Israël, c'est l'allié de la Turquie en même temps. Parce que la Turquie, je résume très simplement, Turquie déteste Arménie pour raisons historiques, politiques, etc. Donc, Turquie soutient l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui essaye de casser la figure à l'Arménie. Les Israéliens n'aiment pas l'Iran. Les Iraniens, vu qu'ils n'aiment pas les Azerbaïdjanais, soutiennent l'Arménie, alors que c'est idéologiquement totalement différent. Donc, vu que l'Iran soutient l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, et ben l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et ben Israël fournit du renseignement et du matos à l'Azerbaïdjan. Donc la Turquie et Israël ont un allié commun, l'Azerbaïdjan, pour casser la figure à l'Arménie pour des raisons différentes. Donc en fait, c'est une hypocrisie, c'est un panier de crabes la région, c'est un panier de crabes avec des enjeux qui fluctuent continuellement. et en fait, l'enjeu ça va être autour de l'Iran maintenant. Oui, maintenant ça va être l'Iran. Bah, l'Iran, ils sont un peu à genoux en ce moment, hein. Ils Les sont un proxys peu, qui sont en train de chuter un par un. Les, voilà, bah, enfin, honnêtement, là, à l'Iran, il leur reste quoi, proprement parlé? Quand on voit qu'en l'espace de moins d'un an, euh, ils ont perdu la Syrie. Le mm, Hezbollah est plus affaibli que jamais. ouais. Ils ont perdu le Hamas. Les Houthis se font bombarder quasiment tout le temps maintenant par les Américains, les Israéliens, etc. en réponse au bombardement des bateaux. Il Mm. reste quel allié, objectivement, ou quel proxy encore existant dans la région pour l'Iran? Il y a les milices irakiennes qui sont encore présentes, qui sont assez fortes encore, mais pareil, elles se prennent des frappes américaines parce que ils ont eu la, parce que ça on n'en parle pas, mais depuis le 7 octobre, les bases américaines dans la région ont subi de nombreuses attaques, donc les Américains y ripostaient. Mais oui, ils ont perdu le Hamas, ils ont perdu le Hezbollah, ils ont perdu la Syrie, hein, à des degrés différents. Les Houthis, ça reste une variable d'ajustement, et il y a les milices irakiennes. Les talibans, ils peuvent pas les supporter. Ils supportent pas. Donc non, l'Iran a vraiment perdu beaucoup dans la situation actuelle. Donc on va voir comment ça va évoluer. Et ça peut être intéressant parce que l'Iran, je le rappelle, c'est des Perses, c'est pas des populations arabes. Vous dites pas un Iranien qu'il est arabe, il est perse comme un Turc. Un Turc, c'est pas un arabe, c'est un Turc. Euh, et l'Iran est très déstabilisé de l'intérieur avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui arrive à survivre Oui. avec des oppositions qui existent, même si elles sont sous-marins. Donc c'est un géant au pied d'argile, malgré tout, qui peut s'effondrer très rapidement. Quand, quand le mollah, l'ayatollah disait la cause palestinienne, c'est notre cause principale, dans certains stades de foot, en Iran, quand quelqu'un agitait un drapeau palestinien, il se faisait insulter par la foule. Pour donner un peu l'ambiance. Ouais, d'accord. Donc là, s'il y a quelque chose à suivre dans la région, vraiment pour toi, c'est quoi la chose à suivre qui peut vraiment être déterminante dans la région? La Au Moyen-Orient, Syrie, bah, Syrie, l'Iran à venir? voilà, je pense, en fait, il n'y a pas juste un acteur à suivre principalement, mais on a en fait la Syrie. Et en fait, la Syrie, ce qu'on va regarder, c'est comment ça évolue à l'intérieur. Est-ce que ça pète? Est-ce que ça arrive à pas péter, etc. Quelle est l'influence que la Turquie va en gagner? Quelle est l'influence que Israël va en gagner? Et l'Iran, quelle est l'influence qu'ils vont gagner ou perdre? Vraiment, la Syrie, en fait, regroupe tous ces enjeux, tous ces Hmm. rapports de force entre les trois voisins, Israël, Iran et, euh, et la Turquie. Donc c'est pour ça que ça va être
très, très intéressant à suivre de manière pragmatique. Après, ouais, c'est vraiment ça. Parce que Mais parce que ça regroupe plein d'enjeux. là, ce qui va être aussi hyper intéressant, c'est ce qui va se passer côté kurde. Mmh. Si, imaginons, une partie du Kurdistan syrien venait à prendre son indépendance du reste du pays parce que voilà, il y a trop d'opposition, il y a trop de conflits, etc. Et qu'ils arrivent à profiter du chaos politique pour prendre leur indépendance en termes d'État, ça va être un bazar peut-être en termes de château de cartes avec ensuite la Turquie, l'Irak et peut-être l'Iran sur la question du Kurdistan. Ça peut être un château de cartes. Après, on Après, va est-ce qu'ils rester ont des alliés pragmatique. pour faire ça? Bah, est-ce que l'Amérique, voudra s'engager à leur côté? Je ne pense pas, c'est pas leur problème et quand bien même les Irakiens, les Syriens et les autres pays ont des fois des grosses divergences, ils ont jamais eu envie d'un État kurde. Donc ils peuvent se vu que c'est un panier de crabes, ils peuvent très bien faire des petites alliances en se donnant des coups de couteau en même temps pour fracasser toute velléité des Kurdes, à accéder à ce qu'ils rêvent de très longue date, c'est un État kurde et juste je fais là, c'est ma petite aparté là, Ouais. c'est le, heu, c'est le pour briller en société, savoir inutile. Hem, c'est un truc qui me fait souvent sourire, c'est que Saladin, au niveau du Moyen-Orient, est considéré comme un libérateur par rapport à l'Occident et cetera. Saladin est d'origine kurde. Attends, Saladin, tu dis? Saladin, c'est durant la période des croisades. D'accord. Heu, durant la période des croisades, c'est sous Saladin que les croisés ont Ah dégagé oui. littéralement, en fait et Saladin, en fait, reste un symbole, une icône, dans le Moyen-Orient de résistance, de force, d'indépendance et cetera et il est loué par quasiment tout le monde. Il est d'origine kurde. Donc je trouve l'ironie de l'histoire assez terrible, c'est sur la population kurde qui, elle, essaye de se battre aussi pour avoir sa propre existence, en fait. Oui. Voilà, Ouais, c'était ouais, bah petit savoir oui. inutile, Non, non, mais je savais pas, tu vois. Bah écoute, je sais pas si t'as autre chose. En tout cas, je pense qu'on Heu, a plutôt bien évoqué un peu tout là. je pense qu'on a réussi à évoquer à peu près tout de manière synthétique. Après s'il y a des questions dans le chat, je peux répondre à Voilà, quelques s'il vous questions. reste quelques dernières questions jusqu'à 11 h, il reste quelques minutes. C'est là, c'est chronométré là. Ouais, voilà, vous avez 4 minutes chrono pour poser les dernières petites questions Voilà, si avant. ça déborde un petit peu de 5 minutes, on est c'est OK. Mais après voilà, j'ai un emploi du temps un peu, Oui, non, mais pris. bien sûr. Je bouge. Quid de la Heu situation au Soudan? C'est un massacre à ciel ouvert. Le Darfour, c'est des purges ethniques, mais on s'en moque parce que c'est loin et on a d'autres problèmes à régler. Je crois que l'armée soudanaise a remporté quelques victoires ces derniers temps. J'ai un léger doute sur la chose, mais je crois qu'elle a réussi à, à remporter certains combats. Le Soudan, c'est pareil. En fait, c'est à la fois une guerre civile et à la fois un conflit à coup de proxy, c'est-à-dire que les Russes soutiennent RSF, qui sont les rebelles, avec par le biais de Wagner qui est sur place. Il y a des commandos ukrainiens qui sont sur place pour traquer les forces russes au Soudan et on a les EAU. Alors les EAU, à chaque fois j'oublie ce que c'est leur nom complet, c'est quel pays déjà EAU? Mince. Ah voilà, les Émirats arabes unis. Ah oui, ok. Hem, les Émirats arabes unis qui fournissent en armes, en drones et en munitions les rebelles, soudanais contre le pouvoir. Donc, bref, il y a plusieurs acteurs qui s'imbriquent dans le lot. Donc c'est à la fois une guerre civile et à la fois une guerre où des puissances internationales s'ingèrent dans les affaires, de cette guerre. Mais, ça avance doucement, mais malheureusement, heu, on s'en moque. On s'en moque alors que je en termes d'exaction, c'est juste un carnage. C'est des purges ethniques, hein. Il y a les vidéos où les types ils sont en train de torturer et purger, les minorités ethniques au Darfour, Alors notamment. juste, je précise pour pas que les gens disent que tu dis qu'on s'en moque parce que tu t'en fous. C'est au niveau de des médias et de Oui, la diplomatie française et qu'on n'en parle pas, on c'est s'en ça, moque dans le sens où il y a d'autres choses à gérer. c'est ça. Yann ne s'en moque pas. Au cas où, je préfère Non, prévenir toute non, non, shitstorm que tu pourrais te mais prendre. Euh, non, mais voilà, on va clipper ça, on s'en moque, les gens qui souffrent, on va clipper ça. Non, mais en fait, c'est voilà, c'est le côté,
Bah, on a d'autres choses à faire, en fait. On a d'autres problèmes à gérer, c'est le cadet de nos soucis, on n'a pas d'intérêts vitaux et de toute manière, on est bien trop occupé pour s'intéresser à ça. Donc heu, donc voilà. Ouais. Et alors, bah, je pense qu'on a la conclusion parfaite pour revenir sur de la géopolitique proche. Ouais. Boualem Sansal, l'Algérie, relations franco-algériennes en géopolitique, et peut-être même à inclure le Maroc là-dedans. Ah ben, j'ai dit que c'était le Ouais, plus proche, mais pas que c'était le plus simple, hein. ouais, 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 bah, on le problème, c'est alors je connais pas très bien le dossier, hein, j'avoue là, c'est pas mon truc parce que ça me gonfle rapidement parce qu'on s'insulte constamment, sur le dossier. Bah, c'est bête, hein, quand ça va pas bien entre la France et l'Algérie, ben, la France se rapproche du Maroc. Donc je crois qu'on a reconnu le Sahel occidental, le Ouais. Sahara occidental comme marocain. Mais si on l'a fait, c'est parce que ça nous coûte rien diplomatiquement et ça ca et ça gonfle les Algériens. Et inversement, quand des fois les rela en fait, c'est juste qu'en fait, les relations de la France avec le Maroc et l'Algérie, vu que le Maroc et l'Algérie, ils peuvent pas se supporter, ils peuvent pas se saquer, et ben nous, si on est plus ou moins pas très bien avec tel ou tel pays, et ben on renforce nos relations diplomatiques, on fait des gestes diplomatiques avec l'autre, juste pour exciter le voisin, parce que nos relations, elles sont pas top. Et voilà, par contre, je crois que c'était l'Algérie, là, ils ont perdu un pari parce qu'ils soutenaient Bachar al-Assad, j'ai cru comprendre, donc bon. Mais voilà, non, je connais pas trop le dossier, mais c'est juste, on se sert de variable d'ajustement, et on n'arrive pas, et ça c'est triste, à avoir des relations diplomatiques sereines et apaisées, entre nos différentes nations. Parce que ce soit en France ou en Algérie notamment, en France, certains sont d'une nostalgie de l'Algérie française en disant: «Ah, c'était la bonne époque», et donc Hmm. c'est manipulé politiquement, Oui. et pareil en Algérie, le parti au pouvoir, va utiliser aussi, le passif entre la France et l'Algérie pour exciter, une partie de sa population, et en fait, on n'arrive pas à dépasser ça. Ce qui s'entend, c'est une fracture qui a été terrible, mais en fait, on n'arrive pas à remettre des ponts, apaisés, parce qu'on a une géographiquement, on est proche, hein, donc de toute Je, manière, on va continuellement avoir des relations, donc à un je sais plus moment, qui c'était, je sais plus si c'était Chirac qui disait que si dans un mandat on n'allait pas faire un pas vers l'Algérie et un pas vers le Maroc qui plaisait pas à chaque fois à l'autre, c'était un mandat raté. c'est Euh, pas impossible. Parce que non, mais c'est vrai, dans les deux cas, d'une certaine façon, là, on vient de, enfin, Macron, je crois, au début fait des concessions à l'Algérie, puis a fait en reconnaissant certaines choses, puis là au Ouais, Maroc en reconnaissant le Sahara occidental, et en fait, à chaque fois, c'est un peu à l'un, un peu à l'autre, sauf que là, on est en train de faire beaucoup à l'un et quasiment plus rien à l'autre en ce moment, et c'est ça qui change. ouais, Il y a une forme de déstabilisation dans les relations vis-à-vis d'eux, parce que c'est vrai que là, on prend beaucoup plus les parties d'un que de l'autre, j'ai l'impression, diplomatiquement. parce que c'est tendu, parce que c'est très tendu, parce que voilà, mais ce mais je trouve ça, à titre personnel, là, c'est mon avis, je trouve ça extrêmement triste qu'on n'arrive pas à avoir des relations un peu intelligentes et apaisées, avec ces voisins-là, parce que de toute manière, je veux dire, si je vais être horrible dans ce que je veux dire, mais si on s'engueule, avec, heu, avec la Thaïlande, bah, c'est pas dramatique, ils sont à l'autre bout, on n'a pas beaucoup d'échanges commerciaux et d'échanges humains avec ce pays, c'est très lointain. Tandis que, ben, le Maroc et l'Algérie, bah, c'est des pays voisins, donc à un moment, Avec une faut diaspora arriver immense. avec une diaspora immense, avec une histoire, avec tout ça. Donc à un moment, faut arriver à avancer sur les dossiers, sinon c'est infernal et c'est épuisant. Enfin moi, à titre personnel, ça me fatigue. T'as autre chose à voir en ce moment, honnêtement. C'est ça en plus, là, c'est bon quoi, enfin, mais voilà, s'ils se font la guerre, le Maroc et l'Algérie, ça va durer quelques jours, ils seront à genoux les 2, et puis c'est tout, hein. Ok. Ils ont pas les moyens militaires de tenir une guerre de haute intensité. Bon. Bah écoute. En tout Donc cas, voilà non, mais on conclut sur ça, sur quelque chose de plus proche de la France, c'est très bien. Écoute, je veux beaucoup te remercier, Yann, pour ces 2 heures que tu nous as c'est accordées. moi. C'était super intéressant. Euh, Je suis content, j'espère que j'ai pas saoulé tout le monde parce que moi je est trop déprimé parce que je sais que voilà, c'est la géopolitique, c'est particulier. Bah écoute, t'as 130 personnes en moyenne qui te regardent depuis que t'es Voilà, arrivé, qui se régalent et qui posent des questions, donc il n'y a pas de raison. cool, et merci encore sincèrement pour l'invitation. On peut se refaire ça quand tu veux, on Bah peut avec on peut plaisir. pour refaire ça, on réfléchit en amont. J'ai passé un agréable moment, et j'espère que ça a été partagé, et j'espère que vous m'avez pas trouvé trop horrible parce que des fois je suis assez détaché sur les choses parce que sinon émotionnellement on souffre, Oui, bah oui. il faut se protéger. Il faut se protéger, donc je suis assez détaché sur pas mal de sujets un peu violents.
Bah écoute, ouais, ça sera avec plaisir qu'on pourra faire ça. En plus, là, bientôt, dès que je suis partenaire, je vais peut-être faire des créneaux le soir qui seront peut-être plus Ouais. accessibles pour toi. Donc, avec plaisir de remettre ça. Et c'était très pédagogique pour tout le monde parce que c'est vrai que tu vulgarises tout en étant très pédagogue et c'est très intéressant. Ça a intéressé les autres autant que moi, j'imagine. Donc, voilà. Merci, je te retourne le compliment sur tes sujets, hein. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour aller sur les lives des autres, et ce qui est extrêmement énervant, mais à chaque fois que je suis allé sur tes lives, tu expliques bien et heu, au niveau de la politique française, au niveau des sujets que tu abordes et tu arrives à montrer les différents points de vue, quand bien Mm. même on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est important de montrer les différents points de vue parce que sinon, ben, on est dans un tuyau avec une vision du monde et c'est un peu Oui, dans dommageable. un tunnel, ouais. C'est Bon. ça. Bah écoute, bah merci beaucoup Yann, à très bientôt et bonne fin de journée à toi. Et je vous ai mis le lien de Yann en épinglé, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Voilà. À très Merci. bientôt. Merci à toi. À bientôt. Salut, bonne suite. Salut.